Je ne fais pas exactement partie de la maison, mais au nom de cette belle maison, bienvenue à vous tous. Donc c'est un débat autour du livre de Álvaro de Vasconcelos, qui est à ma droite. Voilà, à ma droite. Voilà. Álvaro a été pendant plusieurs années, à la fin des années 2000, début des années 2010, le directeur de l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Par le passé, il a travaillé dans un think tank basé à Lisbonne. Et toute sa carrière, enfin l'essentiel de sa carrière en tout cas, a été consacré à l'analyse de la relation, des relations, du rapport de l'Union européenne avec le sud méditerranéen, les pays du bassin du sud de la Méditerranée. Ce livre est composé en partie d'articles, d'essais qui ont été remaniés, qui ont été réagencés. Une autre partie du livre est une œuvre originale, neuve, qui a été composée spécialement pour ce livre. Le livre, si je devais le résumer d'une manière, d'un slogan, ce serait, et Álvaro me dira si je me trompe ou pas, mais ce serait dépasser la question islamiste, ou dépasser la question islamique, je ne sais pas exactement comment il le tournera, mais dépasser la question islamiste pour deux raisons. Parce que c'est la meilleure façon, selon lui, d'appuyer les transitions démocratiques qui ont actuellement cours dans certains pays arabes. Et puis, c'est également important, selon lui, pour l'avenir des démocraties européennes. Donc, ce concept-là, c'est ce qui rythme, ce qui jalonne la réflexion de son livre. Un livre dans lequel il revient sur des épisodes qu'on a bien connus, qu'on a tous en mémoire, l'époque de George Bush, l'instrumentalisation du concept de guerre contre le terrorisme, l'affaire des caricatures de Mahomet, et puis évidemment les débuts des printemps arabes, l'avènement au pouvoir dans certains de ces pays arabes de mouvements islamistes, notamment en Égypte et en Tunisie, et puis cet épisode qui est peut-être annonciateur enfin qui est de fait une rupture et peut-être annonciateur de davantage de ruptures, qui est le coup d'État en Égypte en juillet 2013 et l'arrivée au pouvoir des militaires. À ma gauche, Luis Martinez, qui est chercheur aux séries, qui travaille sur les pays d'Afrique du Nord, qui a travaillé, si je ne me trompe, avec Álvaro par le passé. Donc je vais demander d'abord à Álvaro de présenter son livre pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, à Luis de réagir à ce qu'a dit Álvaro et puis de présenter un peu son regard et la manière dont il a lu ce livre. J'aurai peut-être une ou deux questions et puis après, on vous donnera la parole pour engager le débat. Voilà. Álvaro, c'est à toi. Merci beaucoup, Benjamin, pour tes paroles et pour avoir accepté de modérer cette séance. Et merci beaucoup au Centre pour m'accueillir ici et organiser ce débat. Voilà, il fonctionne. Et moi, je voulais évidemment introduire un peu le livre de manière à qu'on puisse avoir un débat, mais surtout, je suis très intéressé d'écouter ce que Luis Martinez a à dire. Parce qu'on écrit un livre, on est dans l'attente de savoir qu'est-ce que les gens disent. Mais de toute manière, je vais vous dire quelle est l'idée essentielle que, dans le fond, Benjamin a déjà exprimée. Je vais commencer. J'ai deux titres dans le livre, La vague démocratique arabe et La question islamiste. Alors, pourquoi vague démocratique arabe? Parce que moi, je suis convaincu, ce qu'on a assisté dans le monde arabe, c'est une continuation de ce qu'on a appelé la troisième vague démocratique. Dans les années 70, on a vu la démocratie au Portugal, en Espagne et en Grèce. Dans les années 80, c'était les transitions démocratiques en Amérique latine. Dans les années 90, c'était en Europe centrale qu'on a vu cette vague démocratique. Au début du XXIe siècle, rien ne s'est passé. Et je pense qu'il y a une bonne partie due exactement à la politique George W. Bush, qui a, d'une certaine façon, figé la transition démocratique au nom de la lutte contre le terrorisme. Il a donné plus de pouvoir à les dictatures à cause de ça, des alliés dans la lutte contre le terrorisme, comme il disait. Et
fin de la politique George W. Bush, on a vu cette vague démocratique reprendre dans le monde arabe avec des formes assez différentes, et ça s'inscrit peut-être dans des dynamiques aussi nouvelles, que je parle dans le livre, comme cette dynamique du rôle croissant des individus qui ont plus de puissance, parce que c'est une classe moyenne éduquée, une classe moyenne avec accès à la société de l'information, une classe moyenne où les femmes jouent un rôle beaucoup plus important. C'est ce qu'en anglais on appelle empowerment of the individuals. Je ne sais pas qu'en français, c'est très difficile à traduire. Mais de toute manière, cette puissance des individus qui utilisent les réseaux sociaux était très présente dans cette nouvelle phase de la vague démocratique, la troisième vague démocratique. Alors, ce qu'on a vu rapidement dans cette troisième vague démocratique, c'est ce qu'on savait déjà, ceux qui savaient occuper pendant des années des questions du nord de l'Afrique, du Moyen-Orient, c'est que la véritable alternative à les dictatures arabes, c'était les partis islamistes. Et les partis islamistes sont rapidement apparus comme la véritable alternative après la chute des régimes et des dictatures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres courants qui ont joué un rôle majeur dans ces révolutions. Des courants libéraux, des courants laïcs, des courants de la classe moyenne des grandes villes, du Caire ou de Tunis, qui ont joué un rôle très important. Mais elles n'étaient pas enracinées dans le pays à un point de pouvoir gagner des élections. Et c'est les partis islamistes qui ont clairement démontré qu'ils étaient la véritable alternative. Alors, immédiatement, les islamistes étaient au centre de tous les débats sur la transition démocratique. Et la relation avec les islamistes était la question clé. Quelle relation les acteurs extérieurs allaient avoir avec ces forces islamistes, et aussi quelle relation les forces internes, pas islamistes, les non-islamistes, allaient avoir avec les islamistes. Ça, c'était la question clé. Et on a vu que c'est de la façon comme cette question a été traitée et été résolue qu'a donné origine à des alternatives assez diverses. On a vu en Tunisie le parti Ennahda être capable de créer une alliance avec deux partis laïcs. Et après, on a vu les forces de la société civile, notamment le syndicat, l'Union générale des travailleurs, a créé un groupe, un quartet de quatre institutions de la société civile, avec les partis politiques, a créé un consensus anti-islamiste et non islamiste. Et ça a permis une constitution démocratique, la première constitution démocratique du XXIe siècle dans le monde arabe, qui est un exemple extraordinaire pour le futur. On va commencer à étudier maintenant, comme j'essaie de faire dans le livre, d'étudier les transitions portugaises et d'autres, on va commencer à étudier la transition tunisienne. En Égypte, la polarisation était extrême. Ce danger de polarisation a existé aussi en Tunisie, mais il a été résolu d'une façon habile par les hommes politiques de la société civile tunisienne. En Égypte était extrême, cette polarisation. Les frères musulmans n'ont pas été capables, on n'a pas pu, on n'a pas su créer une alliance avec les forces laïques. Et ils ont considéré, de mon point de vue erronément, que la légitimité électorale, c'était la seule légitimité qui comptait dans une transition démocratique. Or, nous le savons par expérience d'autres transitions démocratiques, qu'il y a deux légitimités en même temps. Une légitimité électorale, on va appeler démocratique parce qu'elle vient de la volonté populaire, et une légitimité révolutionnaire. Alors, les jeunes, plus ou moins laïcs, en Égypte, personne ne s'appelle laïc, la laïcité, ce n'est pas un mot populaire, mais les jeunes qui avaient fait la révolution avaient de leur côté la légitimité révolutionnaire qui semblait minable à les yeux de ceux qui gagnaient les élections avec 40 quelques % des voix et qui avaient une majorité écrasante. Et cette polarisation a été extrême à un point que ça a permis aux militaires, avec le soutien d'un courant libéral, de faire un coup militaire et reprendre le pouvoir. Et être en train de réorganiser l'État moubarakien, mais pire que dans le temps de Moubarak. Parce que dans le temps de Moubarak, il avait une certaine ouverture, parce que Moubarak était affaibli. Il voulait montrer aussi à la société internationale qu'il prenait en considération une certaine demande du point de vue de participation politique et liberté de la presse. Il n'a plus de liberté de la presse, il n'a plus de participation politique.
et on tire sur les manifestants. Il y a plus de 2000 morts. Mais cette tragédie, pour moi, c'est le résultat de ne pas avoir résolu bien la question islamiste. Alors, c'est quoi la question islamiste du point de vue de l'Europe, pour venir à l'Europe? Moi, pour définir la question islamiste d'une façon simple, j'étais en train d'essayer de trouver une formule. Je finis comme ça. C'est la tendance pour définir l'autre par une seule identité, l'islam. On connaît quelqu'un est un musulman, on le définit par cette seule identité. Comme si l'homme n'était pas, tout l'homme n'avait plusieurs identités. On pourrait être chrétien et démocrate, chrétien et autoritaire, on peut être musulman et démocrate, musulman et laïque, musulman et autoritaire. Alors, si on définit quelqu'un par une seule identité, et on considère en plus que l'islam est incompatible avec la démocratie, et de certaine manière qu'il est une source de violence, on a ce qu'on j'appelle la question islamiste. Je reprends le célèbre livre de Jean-Paul Sartre sur la question juive, où il disait il y a une question juive. Elle est de nature assez différente, parce que dans la question juive, on regardait les juifs comme supérieurs, et le petit peuple considérait les juifs comme supérieurs, et l'antisémitisme était basé dans une réaction à qui on considérait supérieur. Ici, on regarde les musulmans, on dit ils sont pauvres. Moi, je mets une citation de Pamuk dans mon livre, où Pamuk a dit « Nous sommes pauvres, nous ne sommes pas bêtes ». Le fait qu'on est pauvre, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Mais voilà, on a l'islamophobie se développe. D'une certaine manière, cette idée de l'incompatibilité entre l'islam et la démocratie est dans la base de nos difficultés en Europe pour soutenir la démocratie dans les pays arabes. Et dans le fond, on a repris à notre compte la théorie de Samuel Huntington. On pourrait dire, moi je dis que c'est le contraire, que Samuel Huntington a compris déjà que dans nos sociétés, il avait cette courant. Et son relativisme culturel c'est pas Samuel Huntington qui nous a appris le clash of civilization, le choc des civilisations. C'est nous, quand je dis nous, c'est pas mon cas, mais c'est un courant en Europe et aux États-Unis qui regardait déjà l'autre par ses yeux de la question islamiste et par l'islamophobie, et que Samuel Huntington a repris. Le relativisme culturel, c'est bien antérieur à Samuel Huntington. Alors ça a créé des énormes difficultés, c'est ce que je traite dans mon livre, que j'essaye de raconter l'histoire des relations entre l'Europe et la Méditerranée, les idées de partenariat méditerranéen et après l'Union pour la Méditerranée, tout ce processus, du temps où Jacques est ici, Jacques est là, et Jacques était dans les années 80, je l'avais rencontré au Portugal, il venait parler, envoyé par le président Mitterrand, de l'idée de créer une coopération en Méditerranée occidentale. Et de là est née une série d'initiatives. Alors, ces initiatives ne sont pas consolidées parce que l'Europe a proposé à Barcelone en 1995 un projet de créer un espace démocratique, mais l'Europe et les dirigeants européens dans sa majorité ont soutenu les dictatures parce qu'elles avaient peur de l'alternative, que c'était l'islam politique. Et ils avaient une énorme difficulté à comprendre ces partis. Ils n'avaient pas de relation avec eux. Et ça compte beaucoup. Les relations de nos dirigeants politiques, de nos ministres, c'était avec les ministres des régimes autoritaires ou dictatoriaux. C'était leurs copains, c'était leur réseau. On a beaucoup de cas que je n'ai pas besoin de citer, on connaît ça. C'était leur réseau. Et extraordinaire, le parti tunisien qui était membre de l'Internationale socialiste, c'était le parti de Ben Ali. Alors, comment est-ce qu'on créait un réseau avec l'opposition tunisienne si le parti de Ben Ali était membre de l'Internationale socialiste? La politique était complètement erronée. Ce n'était pas une politique de soutien au changement politique. C'était une politique de soutien à les dictatures parce qu'on considérait que les dictatures étaient menacées par les partis islamistes, qui seraient une menace pour nous-mêmes. Alors, cette difficulté de comprendre l'islam politique, cette incapacité de créer des relations, ce manque de relations n'était pas seulement propre des partis politiques, aussi la société civile européenne.
la société civile européenne n'avait pas de relations avec les courants de la société civile islamiste, avec les mouvements d'entraide, d'aide mutuelle, etc., les mouvements sociaux. Non, elle avait avec ceux qui se ressemblent à eux-mêmes, c'est-à-dire avec les mouvements laïcs. Là, ce n'était pas pour soutenir les dictatures, c'était pour soutenir des mouvements laïcs démocratiques, mais qui étaient minoritaires. Mais personne n'avait ce dialogue avec les courants islamistes. Et ça aussi, et c'est ce que je traite dans mon livre, nous rendait à nous, les dirigeants politiques européens, et même parfois des autres secteurs de la société, à avoir beaucoup de difficultés à comprendre des phénomènes comme par exemple la crise des caricatures. Et je vous donne cet exemple, la crise des caricatures, pour moi, est exemplaire. Quand on a vu la crise des caricatures, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, les islamistes, les radicaux, sont en train de mettre en cause la liberté d'expression. Mais on ne savait pas que qui avait déclenché tout ce mouvement qui a amené à la crise des caricatures, les attaques contre les journalistes, c'était le gouvernement égyptien. C'est le gouvernement de Moubarak qui a amené cette question devant l'Organisation des États arabes et l'Organisation des États islamiques. C'était déclenché par l'ambassadeur de l'Égypte en Danemark et après été suivi par le ministère des Affaires étrangères égyptien. Alors, personne ne disait ça. Personne ne disait ça. Les manifestations plus graves contre les ambassades occidentales pendant la crise des caricatures, c'était en Syrie. Alors, vous pensez que la dictature d'Assad était une dictature islamiste, donc laisser les islamistes aller attaquer les ambassades, donc c'était les services secrets syriens qui avaient manipulé des gens pour attaquer les ambassades. Pourquoi ça s'est passé dans ce moment? Parce que dans ce moment, en 2005, les Européens ont commencé à se dire soutenir des dictatures pour toujours peut-être ne fait pas de sens. Il a commencé à avoir des ambassades, des gens dans la Commission européenne qui ont commencé à parler des droits de l'homme, à établir des contacts avec des islamistes. Il a commencé à avoir des réunions. Les critiques en relation à Moubarak ont commencé à être beaucoup plus fortes. Et quand il y a eu le sommet de 2005 à Barcelone du partenariat méditerranéen, aucun dirigeant arabe n'est apparu. Pourquoi? Parce qu'on avait mis la question dans le rapport de la Commission européenne, on disait il faut parler avec les partis islamistes. Alors ça, c'était évidemment complètement opposé à la ligne de ces dictatures. Et alors, ils ont voulu montrer qu'ils avaient une capacité de nuisance forte. Et la personne qui était en charge, je fais une référence à elle, Laura Baez, qui est maintenant ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, elle était en charge du partenariat méditerranéen, elle m'a dit, je ne pardonnerai jamais aux Égyptiens qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait pour empêcher qu'on ait un succès avec une politique de plus grand soutien aux droits de l'homme et à la démocratie. Et ça a créé une peur énorme. Non, la crise des caricatures a contribué pour cette image dans l'islam radical, dans l'islam incompatible avec la démocratie et ennemi des droits de l'homme. Alors, pour terminer, que je vais long, c'est un problème de politique internationale, mais c'est aussi un problème de politique interne. La question islamiste est avant tout une question interne à notre société. C'est cette énorme difficulté qu'ont les sociétés européennes, plus que même que la société américaine certainement, à accepter ce changement extraordinaire qu'on est en train de voir. Moi, j'ai habité à Paris dans les années 70. J'étais en exil à Paris entre 69 et 74. Et je reviens à Paris maintenant en 2007 et je vois un changement extraordinaire. Paris est une ville multiculturelle. Il y a une réaction contre ce multiculturalisme. Et on a ce livre dans l'African Cult, L'identité malheureuse, qui est un bon exemple de ça, de cette réjection de l'autre, cette islamophobie savante. Ce n'est plus seulement l'islamophobie de Madame Marine Le Pen, que son père encore, qui ont renié complètement. C'est une islamophobie savante, non, avec des références intellectuelles, des références à des philosophes, etc. Mais ce n'est pas moins de l'islamophobie. C'est clairement dire, voilà, ce changement extraordinaire,
l'intégration de l'autre dans nos sociétés. Et moi, je parle de Derrida et son concept de l'hospitalité comme étant ce qui nous pourrait permettre de vivre tous ensemble. Cet refus de l'autre est une base pour une action politique. Et dans le fond, ça nous amène à la xénophobie et à l'islamophobie. Alors, c'est ce problème très grave pour les démocraties européennes, avec la montée du populisme qu'on voit partout en Europe, la croissance des mouvements xénophobes de l'extrême droite qui vont avoir certainement des bons résultats dans les élections européennes, nous empêche d'avoir une politique, empêche beaucoup de dirigeants européens d'avoir une politique cohérente de soutien aux transitions démocratiques. Et en plus, on fait de l'immigré un ennemi. Un exemple extraordinaire, c'est conflit, transition en Libye et en Tunisie, 20 000 Tunisiens qui arrivent à Lampedusa, crise européenne, on veut terminer avec Schengen, le président français et le premier ministre italien se rencontrent, mettent en cause toute la politique européenne de construction d'un espace libre de mouvement de personnes, parce qu'il y avait 20 000 personnes qui seraient une menace extraordinaire. L'autre jour, j'ai passé par Helsinki, et il y avait un journal en ligne, je ne lis pas le finlandais, mais j'avais un journal en langue anglaise, et ce journal avait cette histoire extraordinaire. 400 Syriens demandent l'exil en Finlande. Ça, c'est une menace énorme. Il y avait tout un débat en Finlande, parce que 400 Tunisiens menaçaient l'identité de la Finlande. Alors, quand le Liban a peut-être quoi, a reçu peut-être 1 million de Syriens, que la Jordanie a un autre million, la Turquie presque le même nombre, qu'il a presque 3 millions de réfugiés syriens dans la région. Et nous, Européens, patrie des libertés, de la démocratie, on est menacés par 400 exilés syriens. C'est le manque de solidarité que ça représente en relation à la tragédie syrienne est terrible. Mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce fermement terrible cette montée d'un populisme xénophobe qui, évidemment, a des répercussions très négatives dans notre capacité de soutenir ces transitions. Et en plus, et c'est ce que je dis ça dans le livre, et je pense que c'est très important de le dire à Paris, c'est que le débat français a un impact énorme dans le Maghreb et en Tunisie. Peut-être les gens ne se rendent pas bien compte de ça. Moi, j'avais parti en Tunisie après que le Nouvel Observateur, Jean Daniel, dans un éditorial que je réfère, disait que la victoire de l'ENAD dans les élections était la victoire de la contre-révolution. Et j'arrive à Tunis et tout le monde parlait de ça. Et les jeunes laïcs plus radicaux, ils disaient « Oui, nous là, on doit combattre la contre-révolution parce que ce parti ENAD sont des fascistes. » Si Jean Daniel le dit, ils sont certainement, parce que c'est un grand intellectuel français, et parce que c'est laïcs, je l'appelle les laïcs du 16e de Tunis, suivent attentivement le débat français. Alors, cette influence des intellectuels français dans le débat au Maghreb, ça peut être une chose très positive, si elle est utilisée dans le sens du débat démocratique, mais peut être aussi très négative par cet exemple que j'ai donné. Et je conclurai en disant que l'Europe, maintenant, on va avoir une transition très longue dans ces pays. Malheureusement, je vois l'avenir de cette région. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la Tunisie, c'est un petit pays, espèce de village d'Astérix dans un monde arabe en convulsion, où il y a une démocratie qui se consolide et qui a besoin de tout notre soutien pour se consolider. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a une Libye en crise terrible. Une Libye qui est en train d'être prise par des milices armées ou de conflits ouverts. La Tunisie a besoin de tout notre soutien. Mais après, on voit un Moyen-Orient qui est dans une crise. Moi, j'ai fait un travail avec un Américain sur le monde en 2030 et les relations euro-américaines. Et on se dit que
cette poudrière du monde, c'était Edgar Morin qui avait dit à cause du conflit israélo-palestinien que le Moyen-Orient était la poudrière du monde, est en train de devenir vraiment la poudrière du monde. Si vous voyez la situation en Syrie, on ne fait rien pour soutenir les Syriens. La dimension humaine de cette crise syrienne, la situation en Égypte avec un régime militaire chaque fois plus répressif de tous les courants de l'opposition, et la radicalisation des secteurs de la société égyptienne. On est là dans une région du monde, on va voir dans le futur un conflit majeur. On est déjà dans un conflit majeur en Syrie, mais voyez la situation en Irak, en Égypte, en Syrie, on est dans une poudrière terrible. Alors, est-ce que l'Europe a les moyens, l'ambition, la capacité de faire face à ce problème majeur dans sa voisinage? Moi, malheureusement, je ne suis plus croyant. Je pense que l'Europe, malheureusement, n'a pas la volonté ni la capacité, mais elle va être confrontée avec un problème majeur dans son voisinage. Et en même temps, on a la Tunisie qu'on devait faire tout pour la soutenir. Moi, je dirais, pour conclure, qu'est-ce qui est notre, aujourd'hui comme politique, ce que je préconise dans mon livre, c'est en Tunisie, soutenons la Tunisie économiquement et du point de vue de la sécurité à cause de la Libye, et défendons les droits de l'homme en Égypte, qui sont en train d'être violés tous les jours, et défendons les Syriens de ce massacre permanent que la société syrienne est victime. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Là, je dis nous tous. Ce n'est pas seulement nos gouvernements. Comment est-ce que l'on se mobilise pour la Syrie, qui est dans une situation de tragédie humaine sans précédent? Antonio Guterres, président de l'Organisation des réfugiés des Nations Unies, il a dit « Notre organisation n'a jamais vu une tragédie humaine de cette dimension ». Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Alvaro. Et puis tout de suite, donc, Luis Martinez, qui va réagir à l'exposé d'Alvaro. Bien, donc bonjour, donc, je suis ravi d'être là parmi vous, donc je suis tout à fait honoré de pouvoir discuter ton livre, Alvaro. Alors, premièrement, il y a un décalage entre le ton pessimiste avec lequel tu conclus ta présentation et la lecture de l'ouvrage qui me semblait plutôt porter vers un peu d'optimisme, qui était de dire finalement l'Europe du Sud s'est démocratisée, l'Afrique du Nord peut tout à fait le faire, la Libye, la Tunisie peut-être un peu l'avant-garde de cette évolution. Et là, en t'écoutant, je me dis, mais en fait, le tableau que tu dresses est beaucoup plus sombre, négatif que disons, que ce que tu écris dans ton livre. Alors, comment le lire? Je pense que c'est, je le verrai comme cela, disons, c'est à la fois une réflexion rafraîchissante sur à la fois l'analyse comparée, premièrement, qui est de dire il n'y a pas d'exceptionnalisme dans le monde arabe. Il faut comparer des régions indépendamment de leur culture, de leur religion, etc. Et lorsque tu commences par le Portugal, l'Espagne, etc., c'est aussi un appel à dire, finalement, l'Europe du Sud, il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, eh bien, subissait un certain nombre de préjugés quasiment comparables à ce que l'Afrique du Nord peut connaître. J'en rappelle quelques-uns. Dans les années, par exemple, 60-70, certains auteurs n'hésitaient pas à dire que le Portugal, la Grèce, l'Espagne ne pouvaient pas, disons, se démocratiser parce que la culture catholique était beaucoup trop présente, que les sociétés beaucoup trop arriérées, les États pas suffisamment homogènes, toute une série de constats que parfois on va reprendre sur d'autres sociétés d'Afrique du Nord. Et il faudra attendre finalement que ces transitions se fassent pour que la variable catholique qui était considérée comme un obstacle à la démocratisation par toute une série d'auteurs et depuis un certain nombre de décennies, eh bien, saute. Donc je crois que cet appel à comparer les régions, moi, me paraît extrêmement important parce qu'on a, pendant trop longtemps, disons, fermé le monde arabe et l'Afrique du Nord dans sa spécificité. Deuxième aspect qui me paraît important dans ta réflexion, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler dynamique externe et dynamique interne pour comprendre le changement. Soit on se focalise que sur l'intérieur des pays et on se demande d'où va venir la faille, des appareils d'État, de la société, des mouvements sociaux, pour comprendre qu'est-ce qui va faire, entre guillemets, boule de neige et provoquer le renversement. C'est pas vraiment l'approche que tu mets en avant, au contraire, tu mets très clairement le fait que les changements, ils s'opèrent tout de même dans un contexte qui est international.
Et là, tu essaies de nous dire quel est le contexte international qui permet de comprendre le blocage, l'ouverture, voire le soutien au changement. Très clairement, tu nous montres que ces 20 dernières années, la dynamique internationale n'était absolument pas favorable au changement politique à l'intérieur des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Tu le montres en 3 chapitres. Le relativisme culturel, c'est vraiment montrer que finalement, il y avait des différenciations fortes dans la communauté internationale pour penser le monde arabe, que l'on avait enfermé soit dans sa spécificité, soit dans son incompatibilité entre l'islam et la démocratie. L'exemple que tu vas illustrer, c'est celui, bien évidemment, de Huntington, notamment, mais surtout illustration avec la période de George Bush dans cette perspective-là. Donc, tu vas nous montrer que l'Europe va subir, disons, entre guillemets, ou accueillir plutôt favorablement ce type d'approche. En 1995, le secrétaire général de l'OTAN a des propos qui sont quasi comparables à ce qu'on pouvait entendre, disons, à Washington. Mais également, certains chefs d'État européens vont considérer que la première priorité des droits de l'homme, c'est de manger, pour ne citer qu'un chef d'État français que je n'oserais pas aujourd'hui citer car il est malade. Donc à ce moment-là, lorsqu'il dit cela en Tunisie, c'est très clairement pour dire que voilà, enfin, nos droits de l'homme, pour nous, c'est d'abord vous devez manger, c'est ça la priorité, à laquelle répondra une avocate que tu cites, qu'il y a quand même la dignité, il y a quand même un certain nombre de valeurs qui fondent nos sociétés, y compris dans la région du monde arabe. Donc je crois que cette dynamique internationale, pendant 2 décennies, elle n'est pas favorable, et des arguments vont l'alimenter. Il est clair que, tu les cites, de la révolution iranienne en passant par le 11 septembre et disons Al-Qaïda, on va là trouver les éléments qui vont permettre de dire que finalement, voilà, le monde arabe, c'est quoi ? Eh bien, c'est islam plus le terrorisme, c'est finalement la haine de l'Occident, le rejet de l'Occident. Donc, l'alternative démocratique dans le monde arabe ne pouvait pas être acceptée, pensée, considérée comme, disons, tout à fait valable. Et cela d'autant plus dommageable que finalement, comme tu le soulignes, dans d'autres régions du monde, eh bien, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, etc., on pouvait assister à cette vague démocratique, disons, qui aurait pu faire penser à un semblant ou à un début de semblant dans le monde arabe. Deuxième, disons, aspect dans ces dynamiques internes que tu mets en avant, eh bien, c'est le fait que, globalement, je dirais, ce qu'on aurait pu appeler, disons, la communauté académique, etc., pouvant permettre de construire, disons, une hypothèse démocratique dans le monde arabe, eh bien, va plutôt, disons, souvent être alimentée par les travaux de Bernard Lewis et d'autres qui vont renforcer beaucoup plus la perception négative, disons, d'un monde arabe comme potentiellement démocratisable, à tel point que tu vas même aller jusqu'à citer, je pense que tu fais très bien de le faire, un auteur tout récent qui a publié donc Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, où là, bien plus que Finkielkraut, que tu ne cites pas dans ton livre, fait véritablement de l'islamophobie savante, qui consiste en fait à dire très simplement que l'islam et la civilisation arabo-musulmane n'a finalement jamais joué le rôle historique qu'on lui a prêté de traduire, transmettre, disons, le savoir grec. Et pour quelle raison, nous dit-il ? Eh bien, parce que la langue arabe ne permet pas, disons, cette possibilité-là, et surtout, globalement, la civilisation n'était pas à un degré tel qu'elle pouvait comprendre cela. À cela, à cette islamophobie savante, un texte que tu cites va servir de réponse, qui sera les Arabes, les Grecs et nous, et qui permettra de vraiment combattre, je dirais au niveau, je dirais presque universitaire, les préjugés que l'on pouvait observer au niveau politique, diplomatique, voire sociétal. Je n'entre pas dans le débat de la répercussion des médias sur ce type de perception, mais il est clair qu'un environnement, disons, général, ne va pas permettre de rendre finalement, je dirais, compréhensible la possibilité de penser une alternative au régime autoritaire dans le monde arabe, au-delà du fait que ce seraient des mouvements islamistes qui leur succéderaient. Dans les dynamiques internes, moi, ce qui me semble extrêmement intéressant dans les points que tu soulèves, qui semblent en effet les 2 faits saillants qui ont constitué un obstacle à penser le changement, le premier, c'est le fait qu'on ne pensait pas qu'il y avait une alternative préférable au régime autoritaire. C'est-à-dire que chaque fois que l'on pensait, oui, mais s'il n'y a plus ces régimes-là, qui d'autre pourrait les remplacer ?
eh bien, on n'imaginait pas une société civile ou des partis politiques démocratiques. On mettait en avant en permanence, et finalement, l'alternative islamiste. Et on l'a pensé non pas comme finalement une intégration positive des partis islamistes dans la scène politique, ce qui leur permettrait finalement de faire l'apprentissage de la responsabilité, mais beaucoup plus comme une menace inquiétante, stratégique, pour la stabilité, pour l'environnement européen, pour la stabilité mondiale, etc. Donc il a fallu finalement un parti, Nahda, en Tunisie, pour démontrer que ce que nous pouvions penser des partis islamistes, à savoir partis totalitaires, fascistes, si je cite notre ministre de l'Intérieur, que tu cites également, eh bien finalement, ce type d'approche s'avère extrêmement, non seulement dangereux, mais totalement erroné. On a là la démonstration qu'un parti islamiste peut gagner des élections, mais dans un contexte de société civile fort, dans lequel les Tunisiennes et les Tunisiens considèrent que gagner des élections, ce n'est pas pour autant diriger l'État, mais c'est gouverner les affaires, c'est différent. Et bien à ce moment-là, on a un parti qui va comprendre qu'une élection, c'est à un moment donné, la destinée d'un État, c'est quand même bien plus que ce qu'un parti politique vainqueur pourrait, disons, en définir comme contour. Donc on a là une véritable, disons, leçon qui nous est donnée sur le plan de la gestion des partis islamistes, renoncer au pouvoir, c'est quelque chose qui, disons, n'est pas suffisamment souligné, très rare dans la région, hein, donc de ce point de vue-là. Deuxième aspect que tu soulignes dans les dynamiques internes, c'est finalement le rôle, disons, que tu as abordé un petit peu de l'Europe et des perceptions qu'elle peut produire sur la région. Tu soulignes Jean Daniel, Valls, etc., pour montrer en avant le fait que ce qui est dit ici peut avoir une conséquence là-bas. Je crois qu'une des difficultés que nous pouvons avoir en Europe pour saisir ce qui se passe de l'autre côté, c'est finalement que nous ne pratiquons pas de l'analyse politique, mais nous pratiquons davantage des jugements de valeur. C'est-à-dire que finalement, on condamne avant même que l'expérience ait lieu. Moi, j'ai des souvenirs de titres à la fois d'ouvrages ou d'auteurs, dès 2012, considérant que le printemps arabe, c'est fini, que les révolutions, c'est fini, que c'est l'hiver islamiste, que c'est la fin, alors qu'on parle d'une expérience en cours dans laquelle les acteurs locaux se débattent pour trouver une issue, pour arriver à un compromis. On n'a pas le détachement et la modestie de dire « mais que cherchent-ils ? Que font-ils ? Comment pourraient-ils trouver une solution à leurs problèmes ?» Non. Nous jugeons, nous condamnons et nous considérons que c'est terminé. Et pourquoi ? Parce que les attentes ne sont pas celles que nous voulions. En effet, les changements de régime se sont faits avec la victoire de partis islamistes. Ce qui va apparaître comme finalement une défaite pour beaucoup, alors même que politiquement, c'est une chance d'avoir des partis islamistes dans la scène politique. Vaut mieux avoir des partis islamistes engagés dans une scène politique que d'avoir des mouvements terroristes ou djihadistes clandestins menant en avant des attentats ou tuant les gens. Il est préférable qu'ils soient domestiqués par la scène politique, soumis à l'observation des médias, contraints par la société civile à respecter bien plus que ce que les élections leur ont donné comme siège, beaucoup plus que se dire, eh bien non, on leur interdit d'exister, on les condamne à la clandestinité, et au final, on va les retrouver où ? Eh bien, à cautionner des organisations terroristes par défaut de pouvoir exister. Et je crois que ce deuxième point-là que tu soulèves, moi, me paraît extrêmement important. Le troisième point, et je conclurai là-dessus pour vraiment laisser la place au débat, c'est finalement le dernier chapitre de ton texte sur un petit peu les transitions à partir de ces révolutions. Tu nous donnes un panorama un petit peu général de ce que les pays connaissent. Et je crois qu'on pourrait, disons, le définir en trois aspects. Disons, le premier, c'est finalement une Tunisie qui, dans un État relativement homogène, parvient à trouver des règles finalement d'existence, non sans mal, hein, et qui aboutissent à une constitution susceptible maintenant de faire vivre des intérêts et des valeurs différentes. On est là dans un cas un peu idéal, exceptionnel, dont on espère que enfin, l'Europe, les États-Unis et d'autres considéreront que ça mérite la peine d'être soutenu. Disons-le au passage, il faut quand même attendre presque 3 ans pour voir quelques chefs d'État importants en Europe aller faire le voyage. Entre-temps, on a préféré aller à Alger, au Maroc, etc., parce que peut-être l'expérience tunisienne n'était pas suffisamment satisfaisante. Bon, espérons qu'aujourd'hui, ce ne soit plus le cas
et que les Tunisiens reçoivent l'attention qu'ils méritent au regard de ce à quoi ils sont parvenus. Donc cet État parvient à trouver le compromis. Deuxième exemple, et qui peut-être illustre, lui, les difficultés des transitions quand l'État d'une nation n'est pas suffisamment homogène, la Libye, la Syrie, peut-être demain l'Égypte, et bien là, les compromis ne sont finalement soit pas possibles, soit difficiles, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas véritablement le changement de régime, mais beaucoup plus des revendications qui portent davantage sur l'existence même de l'État. Quel type d'État nous voulons? Avant même de savoir quel type de gouvernement et de régime nous voulons, quel type d'État nous voulons? Voulons-nous être encore libyens, encore syriens, demain peut-être encore égyptiens, avant de penser à quel type de gouvernement nous souhaitons? Et là, je crois que ça s'inscrit aussi dans des travaux de sciences politiques, ceux de Juan Litz, de Stipan, mettant en avant que, cela a été critiqué, mais tout de même, il faut le souligner, que dans des États non homogènes, où la cohésion est faible, eh bien, les changements de régime sont plus difficiles. Parce que les doléances portent non pas sur qui va nous gouverner, mais pourquoi doit-on continuer à vivre ensemble? Quand la liberté d'expression est possible, c'est ces questions-là qui apparaissent. Et la Libye, pour moi, est un exemple, disons, très clair. Kadhafi n'est plus là, mais ce n'est pas le problème des Libyens. Leur problème, c'est dans quel type d'État demain ils vivront. Et manifestement, ce n'est pas du tout l'État centralisé, jacobin, nationaliste qu'ils souhaitent. C'est absolument pas celui-là. Cette fiction-là, ils ne la demandent pas, ils ne la souhaitent pas. Donc il faut trouver d'autres formes d'organisation de l'État. Ce que les élections d'hier en Libye posent, c'est quelle constitution les Libyens sont-ils prêts à accepter pour continuer à vivre ensemble? Vraisemblablement, un État fédéral profondément décentralisé, dans lequel on peut même imaginer demain des cantons en Libye totalement autonomes, si on veut véritablement que ce pays continue d'exister en tant qu'État. Sans quoi, il est fort à penser que c'est la fin de l'État libyen tel qu'on l'a connu qui sera en perspective. Troisième, disons, aspect qui me paraît important dans les exemples que tu cites, c'est ce qu'on pourrait appeler la démocratie par choix stratégique des élites, lorsque les élites considèrent que la démocratie est un choix à mettre en avant. Si on prend le cas de l'Égypte, on voit bien qu'au début, il y a entre les élites militaires, politiques, etc., peut-être une tentative de trouver un compromis pour faire un choix démocratique. Et puis, ces mêmes compromis ne tiennent pas, ne sont pas validés, ne sont pas, entre guillemets, acceptés. Et là, on retombe dans le fait que l'alternative préférable, eh bien, on ne la veut pas. On ne veut pas, finalement, un État qui serait, entre guillemets, gouverné par les frères musulmans, ce qui veut dire que le compromis qui avait été possible ne l'est plus. Et là, c'est le retour à la violence, tout simplement. C'est la coercition, la domination militaire, pour remettre, entre guillemets, les règles en perspective. Au passage, c'est exactement ce que l'Algérie a fait il y a 20 ans, mais en anticipant, c'est-à-dire en évitant que les élections se traduisent par l'arrivée d'un président ou d'un Premier ministre, chose qui aurait eu lieu si les élections avaient pu être menées à terme en Algérie il y a 20 ans. Donc, de ce point de vue-là, l'Égypte, me semble-t-il, est allée un peu plus loin que l'Algérie. L'armée égyptienne a quand même accepté qu'il y ait des élections et à la fois un président, sans pour autant, je dirais, valider l'idée même qu'au final, si la démocratie signifie la fin du pouvoir militaire, eh bien, dans le compromis, c'est pas possible. Et là, peut-être, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, un ouvrage qui, pour moi, pose toute une série de questions extrêmement intéressantes sur les changements dans la région, et qui le fait quand même avec un ton beaucoup plus optimiste que la présentation qui a été faite. C'est le sentiment que j'ai eu en lisant le livre, c'est-à-dire que finalement, vous avez tous eu tort de penser, c'est cela que le livre me laisse entendre, vous avez tous eu tort de penser que la démocratie ne pouvait pas prendre greffe dans la région. Elle a pris difficilement. Un pays est là pour l'illustrer, et c'est sans doute cela la révolution dans notre façon de percevoir la région. Je vous remercie. Merci Luis Martinez. Écoutez, je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent, donc on va prendre tout de suite des questions. Monsieur. Bonsoir, merci pour votre présentation. Je suis assez convaincu par tout ce qui a été dit, et notamment ce que vous dites sur la perception, l'évolution de la perception, tout ce qui doit être fait du côté européen pour apprendre à lire les événements dans le monde arabe d'une manière un peu différente.
Simplement, j'aurais une question en ce qui concerne les moyens d'action européens, puisqu'on part du principe... On part du principe que pendant des années, les États européens ont soutenu des régimes dictatoriaux parce qu'il y avait un lien avec les élites des pays, parce que c'était plus simple, parce que plein de choses. Donc ça, c'est un constat partagé par tout le monde. Mais si on réfléchit à la manière de changer de méthode, ma question est... En 2011, notamment au niveau de l'Union européenne, il y a eu un constat, effectivement, que ce qui avait été fait avant n'était pas satisfaisant et qu'il fallait changer. Le résultat de ce processus de discussion, de réforme au niveau entre Européens, est que rien n'a changé, en fait. Les outils qu'utilise, par exemple, l'Union européenne pour faire sa politique de voisinage sont toujours les mêmes. Il y a eu un réagencement des priorités, mais fondamentalement, on continue à faire de la coopération comme on en a fait avant. Les orientations économiques sont toujours les mêmes, etc. Et surtout, politiquement, le principe qui guide la promotion de la démocratie, ça reste un principe de conditionnalité politique qui voudrait qu'on ait un certain nombre de normes à imposer à des pays et que si ces pays, justement, ne font pas les choses comme on le souhaite, on leur retire des carottes, voilà, des éléments de coopération. Moi, la question que je vous pose, comme vous avez été quand même assez proche de tous ces mécanismes, c'est comment se fait-il que le logiciel n'ait pas changé après 2011, c'est-à-dire qu'on est resté sur ce principe de conditionnalité politique alors ça a été un échec flagrant vis-à-vis des régimes dictatoriaux. Et là, l'Union européenne se retrouve dans une situation où, alors qu'elle n'avait pas soutenu les revendications des peuples avant, elle se retrouve à imposer des principes à des pouvoirs qui sont beaucoup plus légitimes que ceux avec lesquels elle coopérait avant. Donc on a une contradiction du côté européen qui est un peu frappante. Et dans le redéploiement de la politique de voisinage, on s'aperçoit qu'il y a toujours des responsables européens qui vont aller dire à des dirigeants élus démocratiquement, notamment en Tunisie, alors sur ce point-là, il faudrait faire peut-être un peu mieux. Si vous ne faites pas ça, on va vous retirer des fonds de développement. Enfin, c'est un dialogue qui est un peu absurde d'une certaine manière, à la lumière de tout ce que vous dites. Donc comment se fait-il qu'on en soit encore là? Et d'une manière générale, si on sort du principe de conditionnalité politique, quelles sont les alternatives? Comment on peut faire de la promotion de la démocratie, comment les Européens peuvent contribuer à la promotion de la démocratie dans le monde arabe sans retomber dans les poncifs qui n'ont pas marché avant 2011? Oui, très bonne question. Laissez-moi vous dire ce que je pense sur ça. Aujourd'hui, la situation est très différente de pays à pays. Alors, moi, je prends, et peut-être aussi je vais réagir au pessimisme éventuel de ma présentation. Je peux peut-être commencer par là pour arriver à votre question. Moi, je suis très optimiste en relation à la Tunisie. Je suis convaincu que la Tunisie va être le premier pays arabe démocratique du XXIe siècle consolidé. Je suis convaincu, j'ai dit répéter ça en Tunisie, et je suis aussi convaincu que ça va contribuer pour qu'une partie de cette islamophobie, l'idée d'incompatibilité entre l'islam et la démocratie, va disparaître. Alors ça, c'est mon côté optimiste. Je suis très pessimiste, de plus en plus, sur la situation au Moyen-Orient. Ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Irak. Je suis très pessimiste sur ça. Ça n'a rien à voir avec la compatibilité entre l'islam et la démocratie. Là, on est devant des questions de hard security, la sécurité la plus dure. Et on est dans une convulsion d'une dimension que je me rends compte de plus en plus de la dimension de cette convulsion. Pour avoir une idée de la dimension de la convulsion, il faut mettre tous ces pays en relation avec les autres. Si on voit seulement la Syrie, c'est une tragédie humaine immense. Mais si on voit la Syrie, à côté de l'Égypte, l'Irak, dans une région du monde de cette dimension, on se rend compte qu'on est devant un défi majeur. Du point de vue de ce que nous tous, et moi, je crois, c'est que le monde est en train de devenir plus multilatéral, plus un monde de paix, où les compétitions entre les grandes puissances sont beaucoup plus dans le domaine économique, de la sécurité. Mais là, je suis devant un cas extrême de violence. Et je vois l'Égypte aller dans le même chemin, avec un régime militaire beaucoup plus virulent que le régime de Moubarak, parce qu'il pense qu'il a une légitimité populaire, révolutionnaire, et parce que quand on fait démissionner un président élu, il ne reste que la répression, parce qu'évidemment, les gens qui ont voté pour lui ne vont pas accepter cette démission. Alors là, on est
des situations très, très graves. Et je ne vois pas l'Europe avec les outils, la volonté, la politique pour faire face à cette situation. Je vois avec plaisir que l'Europe semble beaucoup plus active en Ukraine qu'on pourrait penser qu'elle serait, et peut-être elle va réussir en Ukraine, mais est-ce qu'il y a là... Moi, je suis très content que ça se passe. J'aimerais beaucoup qu'il y ait la paix en Ukraine et que la démocratie reprenne. Mais est-ce qu'il y a un relativisme là? Est-ce que 2000 Égyptiens morts, c'est beaucoup moins que 70 Ukrainiens? Non, 70 Ukrainiens, c'est horrible. Mais 2000 Égyptiens, c'est aussi horrible. Alors, mon pessimisme, on voit, ma critique vient de là. Moi, je me définis comme un Européen critique. Je crois à l'Europe, j'ai toujours cru. J'ai fait du rêve européen mon rêve. Et aujourd'hui, je ne vois pas que l'Europe est en train de faire ce que notre rêve avait construit. Ce n'est pas mon rêve seulement, c'est le rêve de tous ceux qui ont bâti l'Europe. Et ceux qui ont bâti l'Europe après la chute du mur de Berlin aussi, qui ont rebâti l'Europe avec une autre ambition. Alors ça, pour le pessimisme et l'optimisme. Mais je pense que c'est important que ce que tu as dit, je te remercie beaucoup. Comme j'avais dit à Benjamin, c'était beaucoup mieux commencer par Louis, parce qu'il a fait une explication de mon livre beaucoup plus élaborée de ce que j'avais fait. Et je le remercie beaucoup pour ça. Et aussi, cette idée qu'il faut apprendre avec ces transitions démocratiques qu'il y a un désir de démocratie dans tous ces pays. Le désir de démocratie n'a pas disparu en Égypte parce qu'il y a eu un coup militaire. Il est là. Les Égyptiens veulent la démocratie. Et cette idée doit être très présente. Dans ces pays, continuons à avoir des organisations de la société civile, des acteurs non gouvernementaux qui luttent pour la démocratie. Et que ça n'a pas disparu parce qu'il y a eu un coup militaire. Au contraire, ils continuent à se battre, ils sont en train d'être tués. J'ai mis cette photo dans la couverture de mon livre, un jeune photographe égyptien qui avait fait dans le monde un portfolio très beau dans le monde sur la révolution égyptienne. Il a beaucoup de courage, il va dans les manifestations, etc. J'ai mis cette photo dans la couverture. Et Basma Kodmani, qui n'est pas ici, m'a fait une réflexion très pertinente sur cette photo. Moi, j'ai mis cette photo parce elle montre un manifestant qui fait face à les forces de l'État profond égyptien, les forces de la sécurité. Et elle m'a dit, cette photo est d'une autre époque, de l'époque où les forces de sécurité ne tiraient pas sur les manifestants. Et c'est vrai, on voit, aujourd'hui, il serait tué 2 minutes après. C'était une autre époque. Les forces de sécurité ne tiraient pas sur les manifestants. Alors, heureusement, c'est une photo optimiste dans ce sens aussi. Bien. Alors, après cette réponse à Louis, en le remerciant beaucoup pour le temps que tu as pris pour lire le livre et pour l'analyser, il donnait un sens, ce qu'on aime beaucoup quand on écrit un livre. Répondre à votre question très pertinente. Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Moi, je suis d'accord que cette idée de politique de conditionnalité, more for more, maintenant ça s'appelle more for more, c'est moins pour plus dans la réalité, n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable parce que c'est quelque chose que je dis dans le livre que je n'ai pas souligné, c'est que ces révolutions démocratiques sont des révolutions démocratiques post-occidentales. Quand il y a eu les révolutions en place Tahrir, on a vu les jeunes à Tahrir avec des smartphones, etc. Je raconte ça dans le livre. Une amie à moi, journaliste, m'a appelé et dit « Alvaro, ils sont comme nous ». Étonnement, comme s'ils n'étaient pas avant comme nous. Mais de toute manière, ils sont comme nous. Ils veulent la liberté, la démocratie, ils veulent l'Europe. Alors, dans la réalité, c'est ce que nous, on doit comprendre, c'est que dans ces mouvements de demande de liberté, il y a aussi une demande d'identité, ou des identités. C'est-à-dire, la démocratie est considérée comme la meilleure façon, pas seulement d'exprimer la liberté, mais aussi d'exprimer nos identités. Et c'est l'identité en Égypte, c'est une identité post-occidentale. C'est une identité qui s'inscrit dans un courant international très fort aujourd'hui, dans un monde post-occidental.
C'est-à-dire, la démocratie, ce n'est pas l'européisation ni l'occidentalisation. En effet, un gouvernement des frères musulmans sera plus autonome en relation aux États-Unis. N'importe quel gouvernement démocratique dans l'Égypte, affirmation un peu... n'importe quel gouvernement démocratique en Égypte sera plus autonome aux États-Unis et aux Occidentaux qu'un gouvernement dictatorial, au moins du temps de Moubarak. Pourquoi? Parce que ce gouvernement démocratique doit répondre à la demande populaire. Et la demande populaire est ne fermons pas la frontière de Gaza. Comment est-ce qu'un président élu peut fermer Gaza et mettre les Palestiniens de Gaza, affamer les Palestiniens de Gaza? Non, il n'y a pas un président élu qui puisse le faire. Mais un gouvernement dictatorial peut le faire. Et les militaires le font de nouveau. Moubarak le faisait, et les militaires au pouvoir le font de nouveau. Alors, ces mouvements post-démocratiques n'acceptent pas la condition post-occidentale, démocratique mais post-occidentale. Un peu à l'image de la Turquie, aux périodes de l'essor démocratique de la Turquie. Aujourd'hui, on peut discuter la situation turque aujourd'hui dans un autre contexte. Mais dans ce mouvement d'essor démocratique, les Américains ont demandé à utiliser la Turquie pour aller en Irak, et Erdogan les a dit, j'ai un parlement, le parlement vote non. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élus. Les militaires turcs disaient, oui, avancez, sans doute. Parce qu'un pouvoir autoritaire peut prendre des décisions de ce genre sans avoir considération son opinion publique. Alors, c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas la conditionnalité. Et l'Europe, évidemment, qui a beaucoup de difficultés à se dire, ils sont des démocraties, finalement, s'ils sont des démocraties, ils devaient être européanisés, ils devaient être plus proches de nous. Et on a beaucoup de difficultés à ça. Mais je pense que la Tunisie, je reviens à la Tunisie, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'en Tunisie, on peut faire des choses importantes. La Tunisie, aujourd'hui, se trouve très isolée. Elle ne converge pas dans la région. À côté, il y a la Libye, comme Luis Martinez, qui est un grand expert de la Libye, l'a expliqué, des intégrations avec des groupes armés, etc. Avec le fils de Kadhafi qui est au Niger, en train aussi d'agir en Libye. C'est une situation très grave en Libye. D'un côté, l'Algérie qui ne bouge pas. Alors, la Tunisie est isolée. Avec qui la Tunisie converge? C'est avec l'Europe. Une Tunisie démocratique, en principe, convergerait avec le Maghreb. Si le Maghreb était en train de se démocratiser, il aurait l'union de Maghreb arabe démocratique. Comme Louise, dans le temps, il a fait un livre, en tant que j'étais directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, il avait écrit un texte sur « Il ne faut pas avoir peur de la démocratie au Maghreb ». Il avait fait des études de terrain qui montraient qu'il y avait un désir démocratique, que l'union du Maghreb arabe serait possible qu'on aurait de la démocratie. Mais il n'y a pas de démocratie. Alors pour la Tunisie, c'est l'Europe. Ce que l'Europe peut faire, c'est s'ouvrir à la Tunisie. Pas seulement avec soutien économique et financier, mais peut-être donner à la Tunisie accès à l'espace économique européen. Les Norvégiens, il semble qu'ils ne trouvent pas ça une très bonne idée, parce qu'ils sont les seuls non-Union européenne qui sont dans l'espace économique européen. Mais il y a un destin aujourd'hui, je pense clairement pour la Tunisie européenne, qui aura besoin de beaucoup de soutien financier pour que ça soit possible. Est-ce que l'Europe est prête? Je ne sais pas. J'ai vu des questions ici. Non, mais on va laisser plutôt des questions. Oui, bien sûr. Monsieur, juste 2 ou 3 petits mots sur l'Union européenne, qui est un sujet que je... Merci. 2 ou 3 petits mots sur l'Union européenne. Je vous trouve un petit peu sévère et pas toujours correct, si je peux dire. Lorsque les soulèvements arabes, commencés par la Tunisie, sont intervenus, il y a eu à Bruxelles 2 mouvements contradictoires au sein des États membres. Le premier mouvement a été « chouette, ils veulent la démocratie, on y va ». Ce qui est à la fois un peu naïf, un peu rapide surtout, et un peu précipité. Et au même moment, il y avait des États européens qui disaient « oh là là, attendez, ça ne se passera pas comme ça, et les pays arabes sont incapables de rentrer dans la démocratie ». Et donc face à cette contradiction,
on a trouvé utile à Bruxelles d'inventer la conditionnalité. Cette conditionnalité, c'était le more for more dont tu parles, c'est-à-dire plus pour plus. C'est-à-dire plus un pays en soulèvement rentrera dans la démocratie, plus il recevra une aide et un soutien de l'Union européenne. Soutien économique, soutien politique, soutien financier. Donc c'était ça le plus pour plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce plus pour plus, cette conditionnalité, elle était principalement destinée à nous calmer, nous, Européens. Parce que certains États européens disaient « n'allons pas trop vite dans ces pays-là, on ne sait pas où on va ». Donc d'autres pays européens ont dit « ok, on ne va pas donner notre argent comme ça, on ne va pas jeter l'argent par les fenêtres, on va poser des conditions ». Ces conditions n'étaient pas vraiment posées, pour être franc. Mais simplement, c'était un prétexte pour des États européens qui n'étaient pas favorables à ça, pour leur faire comprendre qu'on n'allait pas dépenser notre argent comme ça sans savoir où on allait. C'est un premier point. Le deuxième, ce qui va un peu dans le même sens, c'est que l'Union européenne, bien sûr, elle adopte de temps en temps des sanctions, mais elle le fait parce que les Américains le lui demandent. C'était le cas avec l'Iran, par exemple, c'était le cas avec le régime d'Assad, c'est encore le cas. En général, un État, au sens fort du terme, il a une carotte et un bâton. C'est-à-dire qu'il a des aides et des sanctions. L'Union européenne n'est pas très bonne pour ça. En général, elle a une carotte dans une main et une carotte encore plus grosse dans l'autre main. C'est-à-dire que quand sa politique ne marche pas, elle met davantage d'argent sur la table. C'est plutôt ça ce qui se passe. Et la dernière chose sur l'Égypte, je trouve un peu sévère, Louise. J'ai trouvé que, vu de Bruxelles, parce que j'étais à Bruxelles à l'époque, au contraire, quand les frères musulmans sont arrivés au pouvoir en Égypte, on était très très favorable. On a travaillé avec eux. On a créé un service spécial à Bruxelles. On a créé un envoyé spécial. On a fait des propositions. Le drame, c'est qu'ils n'ont pas réussi et que nos propositions n'ont pas été suivies par les frères musulmans. Je ne veux pas dire que ça aurait marché. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été négatif face à cette évolution de la société égyptienne, mais alors vraiment pas du tout. Voilà, merci. On va prendre deux autres questions. Monsieur, là. Juste une petite remarque. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'Égypte et je suis plus dans ce qui est du domaine syrien. On n'a toujours pas résolu ce qu'était l'arrivée au pouvoir de Sisi, coup d'État ou l'histoire des millions de signatures qui finalement ne se sont pas du tout matérialisées, de Tamar Rod. Ce qui me paraît très étonnant à la fois dans les médias des pays occidentaux et dans les opinions publiques occidentales, c'est avec cette arrivée au pouvoir de Sisi, on est toujours là à dire que la révolution syrienne, toujours aidée par les pays du Golfe, blablabla, l'arrivée au pouvoir de Sisi était directement aussi assistée par l'Arabie saoudite. Et ça, tous les grands défenseurs de la laïcité et attention les frères musulmans, n'en parlent pas. L'Arabie saoudite a ouvert un prêt de milliards de dollars juste après son arrivée au pouvoir. Donc j'aimerais savoir comment on fait pour que ces gens-là puissent, donc on les met au devant de leurs contradictions, et comment on fait pour justement dire ce qu'a été, enfin, pour moi, un véritable coup d'État. Voilà. Oui, voilà. Bonsoir. Naïma Korché, je suis juriste internationale. Et j'ai beaucoup travaillé auprès des Nations Unies sur le terrain. Donc moi, ce que je voudrais vous donner, c'est mon point de vue de terrain, tel que je le vois de l'autre côté de la Méditerranée. Alors d'abord, ma réflexion sur l'Union européenne, parce qu'on parle de l'Union européenne, mais est-ce qu'il y a vraiment une unité de la politique étrangère de l'Union européenne? Moi, ce que je déplore de l'autre côté de la Méditerranée, c'est que l'Union européenne a été absente justement sur certains conflits qui ont déstabilisé un certain nombre de régions, comme sur le conflit du Moyen-Orient. On parle surtout les Américains toujours, on les attend toujours pour un peu éteindre un peu les conflits, mais est-ce qu'il y a eu vraiment alors que l'Union européenne est plus préoccupée par la proximité, par la résolution de ces conflits, il n'y a pas eu. Donc est-ce qu'on maintenant on ne paye pas un peu cette non-politique étrangère commune? Moi, ce que je vois de l'autre côté, c'est qu'en fait, il y a eu des politiques d'État à État, de la France avec certains pays ou d'autres États avec d'autres pays, mais pas vraiment comme au Maghreb. Le Maghreb, on a un conflit aussi qui date des 75, ce qu'on appelle du conflit du Sahara occidental, là aussi absence européenne. Et ce conflit empêche la construction de l'Union arabe, parce qu'en fait, toutes ces révolutions, qu'est-ce que c'est en fait pour les gens?
c'est juste une demande d'un bien-être socio-économique. C'est ça, en fait, la démocratie. Les gens veulent plus de travail, plus de justice socio-économique et de démocratie, évidemment, ça va aussi dans ce sens-là. Donc maintenant, qu'est-ce que l'Europe peut faire maintenant? Mais c'est dommage qu'il y ait déjà eu un retard dans une politique commune. Maintenant, en fait, ces révolutions, ce que je constate dans certains pays, j'étais en Tunisie, évidemment, je suis aussi marocaine, donc je vois, c'est que ces révolutions ont ouvert aussi d'autres débats. Et vous savez, M. Louis parlait des identités. Et notamment parce qu'il y a tous ces régimes qui sont tombés, en fait, c'est des régimes qui datent d'après les indépendances, Kadhafi, Moubarak, donc c'était la nation unie, et donc ils ont unifié, donc il y a eu beaucoup de gens qui ne se sont pas exprimés. Maintenant, ces nouvelles révolutions ont donné la parole à je ne vais pas dire des minorités, mais par exemple les Berbères. Et donc, toutes ces nouvelles transitions ont ouvert aussi la voie à d'autres revendications. Donc, il va falloir un temps pour que l'État lui-même, maintenant, retrouve, comme vous dites tout à l'heure, une certaine identité. Et là, j'aimerais reprendre l'exemple du Maroc. On est en train de mettre en place une régionalisation avancée, pour justement respecter, au sein d'une unité territoriale, une identité plurielle du pays. Et donc, je pense que ce modèle-là va être appliqué comme en Libye, parce que c'est des pays, finalement, où il y a aussi une forte tribalité, si je peux dire ainsi. Donc tout ça, toute cette mise en place d'un nouveau système va demander du temps. Et ce que je constate au niveau de la jeunesse, avec que je discute beaucoup quand je vais de l'autre côté de la Méditerranée, c'est qu'il y a eu en fait une euphorie. Les gens pensaient qu'en 2 ou 3 mois, ils allaient faire la révolution, tout allait se passer bien, qu'ils allaient vivre en Tunisie et en Libye comme en Europe tout de suite. Mais en fait non, parce que même en Europe, ça a pris pas des siècles, mais ça a pris des années pour qu'on soit arrivé maintenant. Et donc, ce que je déplore maintenant, c'est qu'il y a une déception. J'étais au Forum social en Tunisie. Il y avait des jeunes de 20 ans, ils disaient « Ah, maintenant, on regrette pratiquement... pas Moubarak, comment il s'appelle, tunisien Ben Ali, parce qu'avant, on n'avait pas de démocratie, mais on avait des touristes, on avait du travail. Maintenant, on n'a ni l'un ni l'autre. » Donc, il y a ce paramètre du temps. Toute révolution a besoin de temps, de mise en place. Et cette déception un peu des gens qui ont cru que... Les Tunisiens, ils ont cru que l'Europe allait leur ouvrir les portes parce qu'ils ont été les premiers, donc ils sont arrivés en masse et ils sont aperçus que finalement, ça ne changeait rien. Et donc, il faudrait accompagner, comme le dit souvent M. Alvaro, aider la transition pour qu'il n'y ait pas de déception et qu'on ait des régimes encore pires qu'après. Merci. Monsieur à côté. Bonsoir, je me présente, je suis tunisien et j'aimerais bien savoir, dans 2 questions, aujourd'hui, nous sommes au début de la 20e siècle. Le 20e siècle lui-même, il a régné une sorte de gouvernance mondiale entre ce qu'on appelle la guerre froide, entre l'URSS, entre les États-Unis, entre l'Occident. L'Occident lui-même, les pays européens, ils ont, je ne dis pas soutenu, mais ils ont fait des partenariats avec des dictateurs, parce que c'est ça l'objet qui existe dans ces pays-là. Mais les révolutions, à mon avis, ils sont venus parce qu'on a eu une sorte de reflet de médias, du Twitter, de Facebook, du média, qui a donné à la jeunesse arabe en général, dans quelques mois seulement, dans 6 pays, presque des révolutions. Seulement, maintenant, ce que je vois, et je suis aussi un peu pessimiste, qu'aujourd'hui, l'affaire de la Syrie, c'est la Russie, c'est l'Iran, c'est les États-Unis. L'affaire de l'Ukraine, c'est la Russie. Est-ce qu'on est retourné vers la guerre froide du XXe siècle qui ne peut pas vivre maintenant dans l'avenir parce que toute cette jeunesse-là voulait, par cette média qui est ouverte, par cette liberté, voulait vraiment des États qu'on appelle démocrates ou bien l'important, c'est que le gouvernement qui va être dans n'importe quel pays doit être choisi par son peuple. C'est ça que la jeunesse veut dans ces pays-là. D'accord. Bon, ça fait 4 questions. On va peut-être répondre, donner la parole aux 2 intervenants, et puis ensuite on prendra une deuxième fournée de questions. Oui, alors, sur ces commentaires, pour essayer de donner un peu de sens à des questions qui sont assez diverses. Au cœur, il a cette question qui, évidemment, c'est savoir qu'est-ce que l'Union européenne peut faire, doit faire. Et ça a été très bien expliqué, les difficultés de l'Union européenne à cause des divisions entre les États membres.
et le fait qu'il y a eu des États membres qui ont compris l'importance de la transition dans le monde arabe et le besoin de le soutenir, ne dit pas qu'il n'y a pas eu des États membres qui étaient contre et qui avaient une peur, qui étaient opposés à toutes les relations avec les partis islamistes. On a eu un compromis dans l'Union européenne. Et c'est vrai, je peux le constater, qu'en Égypte, l'Union européenne était présente. Ce que je critique, ce n'est pas la présence de l'Union européenne, je pense qu'elle était positive. C'était positif que ce soit présent. Mais je donne un exemple. Le FMI a proposé à l'Égypte un plan d'aide économique. Ça avait été très important dans un moment de transition avec un plan d'aide économique. Mais en même temps, le FMI a demandé une politique d'austérité, que l'Égypte mette en pratique une politique d'austérité. Est-ce qu'il y a un gouvernement de transition démocratique qui puisse mettre en pratique une politique d'austérité? Ça serait du suicide politique. De toute manière, ça a été du suicide, mais ça serait défendre son propre suicide. C'est inacceptable, cette conditionnalité que le FMI a voulu imposer. Parce que nous savons que l'Europe et les États-Unis ont beaucoup d'influence dans la FMI. Alors on peut critiquer le fait qu'on n'a pas su donner le soutien économique que la Tunisie et l'Égypte avaient besoin. On peut dire que l'Europe est en crise et que ça n'aide pas les choses, mais on peut aussi penser que la crise européenne a eu des répercussions très graves en Tunisie, dans les pays de Maghreb, parce que la Tunisie est tout à fait dépendante du marché européen et qu'elle a une responsabilité européenne. Alors, on voit, c'est-à-dire le fait que l'Europe fait des choses, ou est présente, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas critiquer les options qui ont été prises. Où je suis plus critique, c'est dans l'après. Quand il y a eu le coup militaire en Égypte, la réaction n'a pas été très ferme. Non, si on compare avec les réactions à d'autres coups dans d'autres pays du monde, et on peut se poser la question pourquoi? Pourquoi en Égypte, un coup militaire n'a pas eu la réaction, la condamnation? Pourquoi on n'a pas pris des sanctions encore contre les militaires égyptiens? Pourquoi ces visas n'ont pas été rendus plus difficiles? Ces biens mis en contrôle? On n'a rien. Ces mesures que l'Europe prend quand il y a des coups militaires, on comprend que les États-Unis n'ont pas déclaré ça un coup militaire. Pourquoi? Parce que les États-Unis, s'ils déclaraient un coup militaire, ils devaient couper toute l'aide militaire, parce que ça fait partie de la résolution du Congrès américain pour apporter de l'aide militaire à un pays tiers. Il faut que ce pays n'aille pas des coups militaires, parce que les militaires font un coup, il faut couper l'aide. Alors, il y a une discussion aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est mieux? Couper toutes les relations avec les militaires égyptiens? On maintient une certaine relation. Qu'est-ce qui donne plus d'influence? Bien. On n'a pas le temps pour rentrer dans ce débat, mais je pense que c'est un débat qui fait du sens. Est-ce qu'il faut couper toute l'aide militaire, toutes les relations entre les militaires, avec les militaires égyptiens ou non? C'est une décision assez forte. Mais pour l'Europe, qui n'a pas cette contrainte de l'aide militaire à l'Égypte, avoir pris une position plus claire en relation avec les militaires ferait tout le sens. Alors, il faut étudier pourquoi on ne l'a pas fait, et peut-être tu peux nous expliquer, ou d'autres peuvent nous expliquer. Alors, ça, pour la question de l'Europe. L'Europe en Tunisie, je pense qu'elle a fait une politique assez correcte du point de vue de la politique. C'est-à-dire, je sais que dans le travail de réconciliation nationale, ou de conciliation nationale des positions très diverses, il faut le dire, l'Europe a eu un rôle. Bernardino Lopes, qui c'est l'envoyé spécial de l'Union européenne, a eu des contacts très intenses avec toutes les forces politiques tunisiennes en défendant l'idée de consensus. Et les partis laïcs plus radicalisés en Tunisie ont compris qu'ils n'avaient pas le soutien de l'Union européenne pour une coupure avec Ennahda. Ça, c'est quelque chose de positif du point de vue de l'action de l'Europe. L'Europe n'a pas soutenu une rupture. L'Europe a travaillé pour un consensus en Tunisie. C'est une chose assez positive qu'il faut prendre en considération. Ça ne nous empêche pas d'être critiques sur d'autres dimensions de la politique européenne et de comprendre cette difficulté qui existait, qui existe encore dans la relation avec les partis islamistes, mais que le fait qu'Ennahda, en particulier
le leader d'ENADA, M. Ganouche, a défini que son rôle dans l'histoire, c'est prouver la compatibilité entre l'islam et la démocratie, ça aide. Le fait que vous avez, dans ces choses, les gens comptent. Et le fait que vous avez un leader qui considère qu'il restera dans l'histoire s'il prouve cette compatibilité à tout le monde, ça aide. Évidemment, nous savons aussi que la société civile tunisienne et le JTT en particulier ont joué un rôle majeur. Voilà. Mais l'Europe a soutenu ça. Et ça, il faut le dire, et c'est important de le savoir. Alors, le débat sémantique, ce coup d'État ou pas de coup d'État en Égypte, je pense qu'il est démodé. Tout de suite après le coup, les Américains ne voulaient pas l'appeler un coup par des raisons de politique intérieure américaine, par les conséquences. Des intellectuels égyptiens, quelques-uns malheureusement nos amis, qui ont soutenu le coup, des amis avec lesquels on a beaucoup travaillé, et un desquels je fais beaucoup de références dans le livre, ont soutenu le coup. Ils ont voulu trouver une justification intellectuelle, une légitimité à ce coup, basée dans le soutien populaire, qui ne ferait pas de ce coup un coup militaire. Mais on a vu beaucoup de fascistes arriver au pouvoir dans le monde avec le soutien populaire. Et ça ne change pas la nature du régime. Et on a vu, par exemple, avant la chute de Pinochet, des manifestations populaires contre l'Inde. C'était les militaires. Pinochet a dit, je viens répondre à une demande populaire. Ils font toujours comme ça. Toujours qu'il y a un coup militaire, les militaires veulent se donner une légitimité. Et évidemment, une légitimité populaire. Mais je pense que ce débat est dépassé. Même en Égypte, des amis à nous c'est avec lesquels on a travaillé beaucoup d'années, aujourd'hui, ils sont ou en prison, ou ils sont menacés d'aller en prison, et ils n'ont plus de doute que c'était un coup militaire. Et seulement eux pourraient mettre en cause que c'est un coup militaire, parce que les militaires disent que ce n'est pas un coup, personne ne croit. Mais c'est un intellectuel comme Amr al-Shubaki dit que ce n'est pas un coup militaire, on tend à croire, parce que c'est un intellectuel respectable, un grand analyste des frères musulmans, et quelqu'un qui a toujours lutté pour la démocratie. Alors, tout ce courant, aujourd'hui, elle met en cause l'option qu'elle a faite. Et en plus, elle met en cause, parce qu'ils sont mis en cause. Non? Amr Hamzaoui, il ne peut pas sortir de l'Égypte parce qu'il est accusé, parce qu'il avait dit que des juges avaient pris des décisions politisées. Les décisions des juges étaient en train d'être politisées. Bien, il a un procès contre lui, il peut aller en prison, il est empêché de quitter l'Égypte. Il lui dit que le régime est un régime fasciste. Et avant, pendant le président Morsi, il avait très peu d'Égyptiens si critiques de Morsi comme Amr Hamzaoui. Et il a d'autres exemples comme ça. Alors, il y a une évolution en Égypte. Alors, pour être optimiste, on pourrait dire que cette évolution va donner origine à une nouvelle révolte populaire des jeunes contre les militaires. Peut-être, mais je ne suis pas optimiste que ça va se passer. Je pense qu'on aura beaucoup d'années de régime militaire et que notre rôle aujourd'hui en relation à l'Égypte, c'est soutenir ceux qui sont en prison, c'est demander sa libération, c'est aller à ce que nous on faisait quand j'étais en exil à Paris. C'était se mobiliser pour protéger les prisonniers politiques, pour défendre les droits de l'homme au Portugal, dans le temps de la dictature au Portugal. C'est un autre type de combat. Ce n'est plus la lutte pour soutenir la transition démocratique, aider à la transition. C'est pour défendre les droits de l'homme, comme c'est évidemment le cas aussi en Syrie, d'une façon encore beaucoup plus grave qu'en Égypte. Mais on ne sait pas où l'Égypte va aller. Voilà. Il y avait peut-être la question de, je crois, la dame au fond de la salle, là, sur l'absence de politique étrangère, qui a un peu répondu à ça. Mais... Oui, c'est la politique étrangère de l'Union européenne. Alors ça serait un autre débat plus profond. L'Europe, il faut se rendre compte que la politique étrangère de l'Union européenne, c'est deux choses. D'un côté, c'est ce que les institutions font ensemble. Au fond, aujourd'hui ensemble, parce qu'il y a plusieurs institutions. Et elles sont capables de faire des choses
Et beaucoup était fait dans le temps où la Commission européenne avait le monopole de la politique étrangère communautaire. Moi, j'ai vécu le partenariat méditerranéen, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites par la Commission dans le soutien à la société civile, à l'organisation non gouvernementale. Beaucoup des jeunes qui étaient dans les rues, dans les révolutions en Tunisie et en Égypte, ont été, beaucoup c'est une exagération, mais beaucoup de les leaders des organisations non gouvernementales avaient été soutenus par la Commission européenne. L'Union pour la Méditerranée a tué cette dimension du rôle de la Commission européenne. Mais pas seulement l'Union pour la Méditerranée, les nouvelles formules de la politique étrangère européenne ont donné. La politique étrangère est devenue plus intergouvernementale. Alors, il faut plus d'accords entre les États membres. L'accord entre les États membres est plus important étrangement, ou non, parce qu'on avait pensé avec le traité de Lisbonne, on va avoir une autre représentante, un ministère des Affaires étrangères européen, etc. Mais ce que je constate, qu'elle est devenue plus intergouvernementale, qu'il faut plus d'accords entre les États membres qu'avant. Et évidemment, comme a été très bien décrit en relation au Moyen-Orient, à des questions qui divisent les États membres, ça devient très difficile. La Commission a encore un rôle. Et les institutions du point de vue de l'aide économique, etc. Et là, ils peuvent continuer à avoir un rôle dans la politique de voisinage, comme on l'appelle, plus efficace et efficace. Mais quand c'est de la hard politique, la politique dure, qu'il faut prendre des décisions difficiles, comment faire face à la crise humanitaire en Syrie ou répondre à un coup militaire en Égypte, il faut un accord entre les États membres. Et quand cet accord n'existe pas, il n'y a pas de politique étrangère. Et ça, c'est le dilemme de la politique étrangère de l'Union européenne, pour laquelle on n'a pas trouvé une bonne solution jusqu'à présent. Et je ne pense pas, je suis pessimiste sur ça, si on va trouver dans le futur. Mais quand on sera tous d'accord, on aura, par exemple, maintenant en Ukraine, je pense qu'il y a un consensus qu'il faut agir très rapidement. Ce n'est pas parce que les Ukrainiens sont européens, c'est parce qu'il y a... Peut-être c'est ça qui explique qu'on a un accord rapide, mais on a un accord entre les États membres qu'il faut faire quelque chose, sans doute. Et là, on aura une politique étrangère de l'Union européenne. Oui. Peut-être un mot sur la déception tunisienne que vous avez évoquée pour certains jeunes que vous avez rencontrés. En fait, ça soulève le problème qu'une fois les compromis politiques ou juridiques obtenus, il reste à mettre en avant l'économie. L'économie va devenir fondamentale si on veut que l'expérience tunisienne se consolide. Il est clair que si, moi de ce que j'ai compris, le salaire minimum en Tunisie était de 250 à 300 euros avant la Révolution. Aujourd'hui, les entreprises utilisent le contexte qui est le leur pour rémunérer 150 euros seulement leurs salariés. C'est-à-dire qu'en fait, si on explique à des Tunisiennes et des Tunisiens que c'est très bien d'être libre aujourd'hui politiquement, vous pouvez dire ce que vous pensez, mais à la fin du mois, vous avez la moitié de votre salaire en moins. Vous vous rendez compte le regard qu'on va porter sur ces évolutions ? Donc on peut considérer que si c'est conjoncturel, on va dire bon, c'est la révolution, mais si la situation dure comme cela, parce que à la fois au niveau des Européens, par exemple, les entreprises, je ne dis même pas l'Union européenne, mais les entreprises européennes considèrent que c'est pas suffisamment sécurisé, c'est pas suffisamment attractif pour investir. Si au niveau des pays du voisinage, par exemple l'Algérie, la Libye, qui étaient considérés comme des partenaires économiques importants de la Tunisie de Ben Ali, c'était les 2 premiers pays à exporter les touristes, bien avant les Européens. Il y avait plus de 1 million d'Algériens qui se rendaient en Tunisie, on avait à peu près 1 million de Libyens également. Si ces pays ne se rendent plus comme dans le passé en Tunisie, c'est tout un effondrement pour des familles qui accueillaient chez elles des touristes d'abord algériens et libyens. Et puis si au final on considère que la Tunisie, finalement c'est plus du tout pour les touristes européens, on va dire, attractif parce que la société a changé. L'expression que la société montre ne correspond plus à ce que les tours opérateurs vendaient. La Tunisie qu'on va voir aujourd'hui, les jeunes femmes voilées, etc. Bon, on va dire non, c'est plus du tout ce que l'on veut. Tout ça pénalise économiquement. Et c'est clair que si on ne sait pas répondre à ça, l'expérience que l'on a de positive aujourd'hui, qui nous fait plaisir, qui nous enchante, peut tout à fait se terminer. Parce que si on maintient les gens avec un salaire de 150 et si demain on leur dit, écoutez, c'est encore plus dur que ce qu'on croyait, ça va être pas 150 euros, mais 100 euros par mois à prendre ou à laisser,
je peux tout à fait imaginer que dans 4-5 ans, ce n'est pas du tout ce qu'on croira de la Tunisie, hein, si on ne sait pas répondre à ce vrai problème économique. Et là, en effet, il y a une responsabilité institutionnelle de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut offrir à la Tunisie comme marché, débouché, etc., dans la mesure où l'Union du Maghreb arabe n'arrive pas encore à prendre son envol, si on ne veut pas demain que la Tunisie devienne otage, comme d'autres pays, alors de grands pays extérieurs qui mettraient sur la table de l'argent, mais en contrepartie, ils exigeraient qu'un certain nombre de réformes politiques s'orientent vers leurs valeurs, mettons l'Arabie saoudite, le Qatar, etc., qui, bien évidemment, exigeraient des contreparties à leur investissement. Là, je crois qu'on est vraiment concrètement devant... on a une responsabilité devant ce que la Tunisie peut devenir si on n'en prend pas la mesure. J'entends bien qu'il y a des pays européens qui ont toujours leurs entreprises là-bas, qui les maintiennent. Ça se passe bien, mais ça ne suffira pas. Ce qu'on constate, c'est plutôt, je dirais, une exploitation économique d'une situation, disons, d'incertitude. Très clairement, on a divisé par 2 les salaires en Tunisie. Et c'est ça le résultat de la révolution pour les salariés qui ont un emploi. Alors pour ceux qui n'en ont pas, c'est pire encore à ce niveau-là. D'autres questions, Monsieur Hunsinger? Non, d'abord, je suis heureux de retrouver Alvaro dans sa nouvelle mission. Non, je crois que c'est plutôt que une question, c'est deux, trois observations. Je crois que la première observation qui permet de rassembler toutes les interventions qui ont été faites, c'est de considérer, et l'analyse du livre, que ces révolutions arabes, il faut les percevoir dans un temps long, et non pas dans le temps court. Mais malheureusement, le temps court est celui du politique. Et le temps ultra court est celui du médiatique. Et donc, l'addition du médiatique et du politique, du jeu médiatique et de la décision politique font qu'on est obligé d'avoir le regard court. Mais le rôle des intellectuels, des analystes, des experts, c'est effectivement de rajouter la dimension longue et d'essayer de la faire comprendre aux politiques et aux médiatiques. Et nous ne sommes que au début du processus, hein, tu le dis bien, qui vont prendre non seulement des années, mais des dizaines d'années, en tenant compte de l'irréversibilité de ce qui s'est passé en 2011 et en tenant compte des aléas, des cycles et des dialectiques qui vont se faire dans les années à venir. Donc, après les printemps arabes et les hivers islamistes, on est déjà en Égypte dans une phase nouvelle. Hein. Pour ce qui est de la Tunisie, pour l'avoir vécu de très près, tous ces derniers mois, avec les acteurs, les uns et les autres, on se rend bien compte que ce qui s'est accompli dans l'adoption de la Constitution n'était pas du tout évident il y a quelques mois. Même encore à l'été et à l'automne 2013. La Tunisie est passée par des crises très profondes, des états de crise très profonds, des antagonismes qui ont failli emporter beaucoup de choses. Bon, c'est pas un miracle ce qui s'est passé, hein, c'est inscrit dans les traditions tunisiennes. Mais, comme cela a été dit excellemment, les questions économiques vont maintenant venir constituer le... Donc, on est dans le temps long. On est dans le temps long. Après, qu'on a connu, après 89, il y a eu 93. Après 93, il y a eu Thermidor. Et puis ensuite, le Bonaparte. Bon. Donc, le scénario égyptien est intéressant à suivre. Et la question est de savoir quelle politique on doit avoir dans chacun des cas. Je crois que c'était bien dit par toi. À l'égard de la Tunisie, un accompagnement fort de la transition, parce que là, la transition continue. À l'égard de l'Égypte, je crois qu'il faut effectivement constater un blocage de la transition et un nouveau bonapartisme à l'égyptienne. Donc là, on doit être dans l'urgence dans une politique de droits de l'homme
et de liberté, de droits de l'homme. Et quant à la Syrie, c'est encore autre chose, n'en parlons pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a la vague dont tu parles dans ton titre, la vague a été régionale et le demeure. La prise en compte de cette dimension régionale de ce qui s'est passé du Maroc au Yémen. Et l'analyse de ce qui s'est passé n'est pas encore complètement faite. Enfin, la dimension société civile, la dimension effet de la mondialisation sur les nouvelles couches, la dimension avènement de bourgeoisie nouvelle. Enfin, toute l'analyse en profondeur de ce qui s'est passé en 2011 n'a pas encore été faite. Donc cette vague a été générale. Mais cette vague, maintenant, vient s'inscrire dans des trajectoires et des histoires nationales. Et donc cette vague se diversifie. Ce qui se passe au Maroc est très intéressant actuellement, mais sinon, c'est un certain processus, d'ailleurs, qui est intéressant à suivre dans son évolution. La façon dont l'Algérie d'aujourd'hui reçoit la vague, dont elle a été gérée, cette vague, mais dont elle peut rebondir. Moi, je suis convaincu que l'Algérie est le prochain pays qui subira la secousse la plus profonde qui soit. Bon. Donc, il y a l'unité de la vague demeure, le caractère irréversible de la vague demeure. En ce sens, il faut être optimiste. Mais ensuite, l'histoire nationale de la vague, dans des contextes différents, conduit à un certain pessimisme, en tous les cas conduit à une différenciation des printemps arabes, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs ce que... Dernier mot sur les islamistes, enfin l'islamisme. Je crois plus que jamais qu'aujourd'hui, il faut faire un travail politique dans l'organisation d'un dialogue entre, disons, les mouvances islamistes, parce que bon, l'islamisme politique des frères, les salafismes, etc. Bon, et les acteurs politiques européens, les acteurs politiques du nord de la Méditerranée. Bon, c'est ce à quoi je travaille actuellement, je m'emploie avec d'autres. Ça m'a frappé, par exemple, dans le travail qu'on fait sur la Tunisie, de voir l'extrême réticence, pour ne pas dire plus, des principaux acteurs politiques français. Je parle des partis, je ne parle pas des gouvernements. Actuellement, la diplomatie française est bien plus ouverte sur la transition tunisienne que ne le sont les grands partis politiques, à gauche comme à droite. Il est impossible aujourd'hui de faire se rencontrer dans une salle un responsable socialiste ou un responsable UMP avec quelque modéré que ce soit, quelque responsable du parti Ennahda. Absolument impossible. Bon. Donc là, il y a tout, on pourrait reprendre dans d'autres, il y a tout un travail à faire donc dans cette mise en rapport entre, je dirais, l'Europe, enfin, la politique européenne et les acteurs islamistes. Et une partie de l'indulgence européenne à l'égard du coup d'État en Égypte tient au fait que, encore aujourd'hui, à gauche comme à droite, dans les forces politiques, mieux vaut un bon général en Égypte qu'un frère musulman, quel qu'il soit, à sa tête. De ce point de vue-là, l'expérience tunisienne aujourd'hui est encore plus cruciale qu'on ne le pense. Elle est cruciale pour les Tunisiens, mais elle est cruciale pour l'ensemble du monde arabe et tant pour les acteurs islamistes du monde arabe que pour le rapport entre l'Europe et sa rive sud. Monsieur l'ambassadeur du Portugal. Merci. Donc je vais essayer de parler fort. Le micro arrive. Ah oui, ok. Eh bien, j'ai pas lu le livre d'Alvaro encore, mais ça viendra très vite. Mais en fait, je serai très bref parce que Jacques Hunsinger et on a été collègues en Israël il y a quelques années, je ne sais pas s'il se rappelle, a dit ce que je voulais dire essentiellement. Donc, d'un côté, la durée. Donc, on est là pour un processus qui est long, qui est complexe, qui est souvent contradictoire, qui s'insère aussi
dans l'histoire et dans les dynamiques nationales particulières de chaque pays, et c'est très important. D'ailleurs, il y a certes une dimension régionale qui va du Maroc au Yémen et un peu encore en Irak, mais il ne faut pas pour autant oublier que chaque cas est un cas. Donc, il y a des dynamiques extrêmement qui sont propres à chacune de ces révolutions. Bon. Il y en a d'autres qui vont encore, je crois, apparaître. Le cas du Maroc est intéressant, sans aucun doute. La question de l'Algérie est encore un grand point d'interrogation. Mon deuxième commentaire, parce que Alvar, lui, il parlait beaucoup d'Égypte, Syrie, enfin, n'en parlons pas, Irak, mais il faut mettre, je crois, dans cette équation sous-régionale le Liban et la Jordanie, et évidemment la question israélo-palestinienne. Donc, et si nous allons gratter et essayer de voir pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas déclaré ce qui s'est passé en Égypte un coup d'État, il faudra voir aussi, je crois, un peu plus au-delà des contraintes de politique intérieure, de contraintes de la législation américaine. Donc je crois qu'il y a un lien très évident entre la situation en Égypte, Israël et la question palestinienne. Bon, la troisième chose, c'est le rôle de l'Europe. Évidemment, il n'y a pas de politique extérieure européenne. Ce qu'il y a, c'est sur les questions essentielles une énorme division des Européens. Et comme Alvar l'a bien souligné, on a souligné à partir de Lisbonne le caractère intergouvernemental de la politique extérieure. Donc, avant, la Commission, dans l'exercice de ses compétences, pouvait en fait faire beaucoup de choses que maintenant sont soumises à l'unanimité, ce qui bloque. D'ailleurs, il y a une vétocratie énorme dans l'Union européenne en ce moment, à propos de tout. Mais je crois tout à fait que la Tunisie est un cas de succès et qu'il faut, c'est un exemple, et qu'il faut soutenir les Tunisiens. Et en ce moment, comme ça a été déjà été dit, le soutien est essentiellement de nature économique et sociale. C'est seulement en renforçant les conditions économiques et sociales du pays que cette dynamique pourra se consolider. Bon, et là, l'Union européenne, je crois qu'elle peut faire des choses du côté financier, de l'appui financier, de l'ouverture des marchés, et aidant aussi à la promotion du tourisme. Donc là, il y a, en plus de l'apport politique. Et pour terminer, je voulais seulement dire que quand on parle, et c'est vrai que enfin, de la méfiance avec laquelle les sociétés de nos voisins du Sud et les habitants du Sud sont perçus et vus en Europe, d'une façon assez générale, malheureusement. Mais il faut se rendre compte que ce ne sont plus seulement nos voisins du Sud, puisque si nous voyons ce qui s'est passé en Suisse il y a une semaine, en fait, ce ne sont pas seulement les Maghrébins, mais ce sont aussi les Roumains, les Bulgares, les Portugais sûrement, voire les Espagnols, et que sais-je, des Français transfrontaliers et aussi des Allemands. Et malheureusement, quand on voit des réactions, et quand on voit ce qu'en Angleterre, on est en train de préparer certaines réactions aux Pays-Bas, ou certaines réactions de partis considérés démocratiques européens, on a des raisons pour être extrêmement appréhensif sur une évolution en Europe sur ces matières. Merci beaucoup. Salam Kawakimi. Merci. Juste un point positif aussi qu'on a omis de mentionner. On parle des pays voisins, mais on oublie les pays lointains, notamment le Yémen.
ce qui se passe maintenant au Yémen, c'est extraordinaire, entre guillemets, avec tout le relativisme qu'on doit avoir. Et malheureusement aussi, par rapport au soutien, le soutien est très médiocre de la part de l'Union européenne et des pays par pays. Hier, je me suis entretenu avec 2 activistes, anciens activistes yéménites de droits de l'homme qui sont devenus maintenant ministres. Ils sont à Paris, ils étaient à Paris. Ils n'ont été reçus par personne. Ils sont déçus par l'attitude, notamment européenne et plus précisément française, par rapport à l'évolution de leur politique et de leur vie intérieure. Et j'ajoute aussi, parce que j'ai entendu dans plusieurs interventions, et je n'ai pas trouvé ça, ça ne m'a pas choqué, parce que je suis tout à fait d'accord que pour parler de la Syrie, j'ai entendu suivre le mot Syrie par non parlons pas. C'est exact, mais ça me fait très mal au cœur et même au corps. Merci. Sur le Yémen, est-ce que je peux rajouter? Non, c'est que la question du Yémen, c'est tout à fait vrai. Mais bon, moi, je viens de New York. J'étais au Conseil de sécurité pendant ces 2 dernières années. Donc, Yémen, Syrie, Libye. J'étais président du comité sur la Libye. Donc, ce qu'il y a, c'est que il y a eu par imposition américaine ou franco-britannique, la question du Yémen était, on chargeait l'Arabie saoudite de la résolution du problème. Et ça, c'est, quant à moi, enfin, j'ai jamais compris pourquoi, même au sein du Conseil de sécurité, en plus de toutes les autres questions où le Conseil se démet de ses responsabilités, en plus, on rajoutait le Yémen. Donc, le Yémen, c'est une question avec l'Arabie saoudite. C'est même pas avec le Conseil de sécurité qui, pourtant, avait approuvé des résolutions sur le Yémen. Mais juste comme information, les Yéménites ont réussi quand même à se mettre en accord, comme les Tunisiens, sur une convention nationale, après une conférence agitée de dialogue national, qui est extraordinaire par rapport à leurs moyens. Je ne dirais pas les moyens intellectuels, mais les moyens économiques et les pressions des pays voisins, et notamment l'Arabie saoudite. Et comme il l'a dit Louise tout à l'heure, si on va continuer à les abandonner de cette manière, il y aura des influences régionales néfastes. Je pense qu'on arrive malheureusement presque à la fin. Là. 2 doigts, 2 questions rapides. Oui, peut-être une nouvelle question encore. Oui, merci. Sur la comparaison avec les révolutions précédentes, puisque c'est la 4e vague après les pays d'Europe occidentale, les pays d'Europe orientale. Oui, l'Europe avait décidé à l'époque d'intégrer ces pays qui faisaient leur révolution démocratique en son sein. Et c'était une décision politique, c'était une décision dont les motifs n'étaient pas économiques, mais politiques. Alors ça faisait déjà une énorme différence avec ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes. Le contexte aussi est très différent, c'est un contexte de crise dont l'Europe ne s'est pas encore remise. La crise de 2008 est passée par là entre-temps. Ça aussi, c'est une grosse différence. Il faut aussi, une deuxième chose que je voulais dire, c'est que je vous trouve quand même extraordinairement poli et gentil, parce que c'est vrai que l'Europe est très largement responsable et qu'il y avait du temps, notamment de Solana, des possibilités d'action dont l'Europe ne se privait pas, qui ont complètement disparu. Est-ce que c'est pas seulement lié d'ailleurs non aux institutions, c'est aussi lié aux personnes, mais il y a aussi la responsabilité des pays individuels. Et là, de ce point de vue-là, moi, je ne crains pas de dire quand même que la France, et notamment la gauche française, a une responsabilité historique absolument écrasante, parce que c'était quand même Jospin qui a accepté que les élections en Algérie passent à l'as, des élections dans les années 90 où les musulmans... Pardon ? C'était
Juppé, bon, ok. Enfin, de toute façon, là, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. On courtise sur ce plan. On courtise les pays du Golfe parce qu'il y a des intérêts de vente d'armes, etc. On va faire la danse du ventre à l'Arabie Saoudite, et ça, Hollande y était encore il n'y a pas longtemps. Je veux dire, il faut aussi voir ça. Donc moi, je serais... je pense qu'il faut quand même aussi pointer la responsabilité alors des pays individuels et des intérêts qui sont des intérêts pas forcément bien compris sur le long terme, hein, c'est clair. Et alors, dernier point, parce que effectivement, sur les Roms, c'était quand même M. Valls qui a fait la remarque. Et les Roms, on ne sait pas très bien, mais il y a 15 000 Roms, à tout casser, 20 000 Roms en France. On parlait tout à l'heure des réfugiés, mais c'est vraiment rien du tout. Alors, on fait un fromage avec ça qui est absolument insensé. Merci, monsieur le derrière. Oui, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien quand même souligner quelque chose, c'est que l'Europe n'a pas su anticiper ce changement dans le monde arabe. Et ce que je crains, qu'elle continue aussi à sous-estimer la capacité et anticiper la capacité de ce que j'appelle l'islam politique. Est-ce que ces mouvances vont continuer, bien sûr, à progresser sur tous les plans, dans tous les secteurs de la société du monde arabe? Et quelle sera la capacité de l'Europe vis-à-vis de cette évolution? Est-ce que ce sera un partenariat? Est-ce que ce sera une relation? Ou bien on va continuer à sous-estimer aussi, comme on a sous-estimé la capacité de ces peuples de s'émanciper? Donc, quelle sera la stratégie de l'Europe vis-à-vis, comme vous l'avez souligné dans votre livre, vis-à-vis de ces mouvances islamistes qui commencent à se rendre compte, à être murés aussi, il faut le dire, le souligner, à se remettre en cause sur certains plans. Ils commencent à avoir des projets de société, des projets économiques. Merci, monsieur. Plus de questions. Merci. J'ai 3 petites remarques. La première remarque, au vu de ce qui se passe en Égypte, il y a une question très désagréable qui plane. Est-ce qu'il existe une tare constitutionnelle des démocraties qui fait qu'elles soient tout le temps les alliés des pires dictatures? Maintenant, on parle d'islamisme, et pendant 20 ans, on n'a pas eu d'islamisme, mais Allende n'était pas islamiste, le Chili n'est pas musulman. Et c'était les mêmes choses qu'on disait. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, il ne faut pas être paternaliste. Il ne faut surtout pas être paternaliste avec le peuple tunisien qui n'a pas oublié qu'on l'a traité par le mépris. Sa révolution n'avait aucun écho en Europe. C'était Facebook, Twitter, les réseaux sociaux et Al Jazeera qui ont parlé, qui ont soutenu le peuple tunisien. Donc, il faut arrêter d'être paternaliste quand on parle du peuple tunisien. Troisième remarque, il y a une différence qu'on ne souligne pas. En Tunisie, nous n'avons pas une armée qui contrôle le pays. L'armée tunisienne ne contrôle rien. C'est une armée, on va dire, entre guillemets, de fonctionnaires. C'est comme les gens de l'armée, comme les instituteurs, c'est un corps. Et elle n'a aucun intérêt à avorter la révolution du peuple tunisien, alors qu'en Égypte et en Algérie, c'est pas la troisième remarque. Très rapidement, c'était la troisième. Certainement, la période de gestation de la démocratie, excusez-moi, je termine ça. S'il vous plaît, la période de gestation de la démocratie dans les pays arabes va être longue. Mais l'interférence de l'Europe ou de l'Occident en général est ambiguë et parfois elle est très négative. On se rappelle ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur de France, qui a qualifié le parti choisi par les Tunisiens par parti fasciste. Ce ne sera pas toujours positif. Merci. Donc il faut faire attention. OK. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions. J'espère que le livre contribuera à l'éclaircissement de ces questions. Je pourrais finir par là et vous recommander à lire le livre, mais faire un peu de publicité, ça fait partie du jeu de ce soir.
Mais de toute manière, je vais répondre, faire deux commentaires finaux. Un commentaire final, c'est sur trois. Un, c'est comme été dit par les deux ambassadeurs, ce qui montre que la diplomatie a un recul historique important, parce que c'est les deux ambassadeurs qui ont rappelé ça, qu'on est là dans un processus de long terme. Ce changement ne s'est pas arrêté avec le coup militaire en Égypte, même au Moyen-Orient. La demande démocratique est là. La compatibilité entre l'islam et la démocratie est évidente, il a été plus que prouvé, n'était pas besoin d'être prouvé, et on est dans un processus long terme. On parlait d'une décade, peut-être 2 décades, 3 décades, on ne sait pas. Mais ça ne s'arrête pas, la demande démocratique. Déjà avant, pendant la période de Moubarak, il y a un survey, une enquête mondiale qui est faite pendant 4 ans par une institution internationale qui s'appelle World Values Survey. Il demande aux pays, à la population de plusieurs pays du monde, qu'est-ce qu'ils pensent de la démocratie? Très importante pour vous, plus ou moins importante? Le pays du monde où la demande démocratique était, où les gens considéraient que la démocratie était très positive pour eux, le premier pays, c'était l'Égypte. Et ça, c'était en période de la dictature de Moubarak. Alors, il y a des gens qui disent on n'a pas vu ça venir. C'est vrai qu'on ne voit jamais venir une révolution. C'est un produit qu'on est incapable de prévoir. Mais la demande démocratique dans ces pays, nous, on le savait, on l'avait écrit. Et quelques-uns qu'on est ici, comme Louise, Salem et moi, on avait publié un rapport en 2005. On disait il faut travailler pour une communauté méditerranéenne d'État démocratique. Et on disait il faut parler avec l'islam politique. Il y a une demande démocratique très forte. Tout était écrit. On ne peut pas dire, on savait qu'il allait y avoir une révolution. Mais ce qu'on savait, c'est qu'il y avait une demande démocratique. Au contraire de beaucoup de dirigeants politiques européens qui niaient qu'il avait, et d'autres intellectuels qui niaient qu'il avait une demande démocratique. Alors, il ne faut pas confondre les deux choses. On ne peut pas prévoir, mais on savait qu'il avait une demande démocratique. J'ai référé le livre de Luis Martínez, il ne faut pas avoir peur de la démocratie au Maghreb, comme un exemple. Et on peut prendre toute une littérature intellectuelle européenne. Et moi, j'ai toujours dit, nous, on a échoué. Et pendant des années, je suis allé à Bruxelles, dire à l'Union européenne et dans des réunions du partenariat méditerranéen, il faut parler avec les islamistes. Il faut accepter les transitions démocratiques. Personne ne m'a cru. On a échoué complètement. C'est une littérature développée en Europe sur un thème, c'est sur les partis islamistes. On l'a écrit, réécrit, qu'est-ce qu'ils sont, la diversité de ces partis, etc. Sans aucun écho. C'est un échec de notre travail, sans doute. Mais ça a été dit. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième remarque importante, c'est l'Europe dans tout ça. Est-ce qu'elle paye un prix? Est-ce qu'elle a été responsable? Je l'ai dit dans le livre, on a soutenu les dictatures. Et quand j'ai fait en Tunisie, après la chute de Ben Ali, un séminaire au mois de mars 2011, les Tunisiens m'ont dit, vous, Européens, vous devez comprendre que la révolution, ce n'était pas seulement contre Ben Ali, c'était aussi contre ceux qui ont soutenu Ben Ali. Alors, il faut que l'Europe intériorise ça, qu'elle comprenne quel était son rôle, pour ne pas répéter les erreurs du passé. Alors, quelqu'un a dit, comment est-ce qu'on va comprendre les partis islamistes? Je pense que c'est la socialisation. Comme nous, on a toujours dit, les partis islamistes vont apprendre qu'est-ce que c'est la politique en démocratie, s'ils participent au gouvernement. C'est beaucoup mieux qu'ils soient dans l'espace public, qu'ils soient partis politiques, qu'ils compètent à des élections, qu'ils participent au gouvernement. Il y a une socialisation, une normalisation comme parti politique. Aussi les Européens. Parce qu'ils sont forcés aujourd'hui à parler, ils ont été forcés à parler avec le gouvernement Ennahda, qu'ils ont créé des liens avec Ennahda. Il y a une socialisation des Européens. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Plus il y aura des succès des partis islamistes au sud, plus l'Europe, par réel politique, sera obligée à parler avec eux, et en parlant avec eux, elle va comprendre. Ce n'est pas seulement une question idéologique pour l'Europe, c'est une question d'apprentissage politique. Dernier commentaire, qui n'a pas été très présent parce qu'on a trop penché sur la politique étrangère. Je suis absolument convaincu, peut-être je me trompe complètement, que cette difficulté de l'Europe avec l'islam politique, ce n'est pas une question de politique étrangère. C'est la difficulté de l'Europe
avec soi-même, avec ce qu'elle est devenue, comme une Europe, espace ouvert, espace citoyen de plusieurs cultures et plusieurs religions, d'énorme diversité. C'est cette difficulté de l'Europe avec la diversité, avec le multiculturalisme. C'est cette chose inouïe que l'Europe considère les immigrés comme une menace, quand l'Europe a un besoin fondamental d'immigration. Toutes les études le démontrent. La pression européenne est vieillissante. Elle vieillit plus vite que n'importe quelle région du monde. Même les Américains ne vieillissent pas comme les Européens. Les Américains sont au contraire en train de rebondir du point de vue démographique. Cette Europe vieillissante qui a besoin d'immigration considère aujourd'hui qu'un immigré, c'est une menace. Ça, c'est absolument contraire à l'esprit de l'intégration européenne, démocratique et ouverte. Plus, elles considèrent qu'ils sont une menace, ils sont encore une menace plus grave s'ils ont une religion différente. S'ils ne sont pas chrétiens, ou s'ils ne sont pas purement laïcs. Et s'ils sont musulmans, menace supplémentaire. Ça, c'est le cœur du problème. Et c'est ça que j'essaie de montrer dans mon livre. La question islamiste, c'est comme la question juive d'une façon différente. C'est un problème avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes devenus. Mais en même temps, ce que nous sommes devenus, c'est une force extraordinaire pour l'Europe. Si nous, à la place de considérer que l'immigration est une menace, et que les musulmans habitants de l'Europe sont une menace, islamofascistes ou d'autres choses comme ça, comme a été dit par des hommes politiques européens, on considère que c'est un plus pour l'Europe dans la relation avec les pays du Maghreb. Quel plus extraordinaire ne sont pas les immigrés et les musulmans d'Europe, avec tous les réseaux qu'ils ont. Vous vous rendez compte combien de passages quotidiens il y a dans la Méditerranée? Je parle de passages humains, les gens qui vont pour visiter ces familles, les familles qui viennent ici, les hommes de culture qui vont d'un côté à l'autre, les affaires économiques. Les petits, on avait fait avec Louise en série dans le temps un séminaire sur ces réseaux économiques les plus divers, des petits commerçants qui achètent des choses en Europe, ils vendent là-bas, des réseaux extraordinaires en Méditerranée. Alors, si à la place de penser que c'était une menace, on voyait ça comme une opportunité extraordinaire pour l'Europe, on aurait une attitude différente, pas seulement en relation à l'immigration et à l'islam européen, mais une attitude beaucoup plus ouverte en relation à les partis islamistes au sud. Parce que ce n'est pas à cause des partis islamistes que nous ne sommes incapables de comprendre l'islam politique. C'est à cause de notre incompréhension en relation à nous-mêmes, à une partie importante de nos citoyens. Quand on les comprendra, on les intégrera profondément dans notre société, qu'on acceptera le multiculturalisme en Europe, on n'aura pas de problème avec les partis islamistes, parce que les problèmes avec les partis islamistes, je termine par là, ce n'est pas des problèmes avec les partis islamistes, c'est des problèmes avec l'islam. C'est le fait qu'on n'est pas capable de comprendre cette religion différente, l'accepter comme partie de nous-mêmes, comme une religion européenne aujourd'hui. Si on n'accepte pas ça, après là, on construit, on bâtit des théories de relativisme culturel, de xénophobie savante, que ce n'est pas seulement les auteurs de Mont Saint-Michel, c'est aussi Alain Finkielkraut qui dit « Je regarde de ma fenêtre et je vois des minarets. Qu'est-ce qui est en train de devenir l'Europe? Ce n'est plus l'Europe de mes ancêtres. » Et c'est vrai, ce n'est plus l'Europe de ses ancêtres, mais c'est une Europe beaucoup plus intéressante parce que beaucoup plus diverse. Et voilà, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Merci beaucoup.